Et bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver sur la chaîne de la Ligue 1 Uber Eats pour votre dose de nostalgie Ligue 1 mensuelle, votre petite dose de culture foot bien sûr. Les boomers sont toujours présents, même sur ces soirées Ligue des Champions, on est là pour que vous passiez une bonne petite soirée, pour vous remémorer vos meilleurs souvenirs du football de ces 20, 30 dernières années. Et on a encore une belle équipe aujourd'hui à vous proposer. Notre invité aujourd'hui, vous l'avez sûrement déjà reconnu, Bruce Granek, la fraude nantaise est avec nous. C'est pas le bon moment Comment de tu dire vas? la fraude nantaise là. Bah écoute, ça va. Merci pour Pas trop dur en ce l'invitation. début de saison? Non, on va dire qu'il y a un petit peu de mieux du côté de Nantes. Normalement, il y aurait dû avoir victoire à Nice. Ça aurait fait une deuxième de suite en sachant que le calendrier est un peu mieux, on va dire là. Donc c'est un peu dommage, un peu frustré, on va dire, par le match Ah, face à même moi Nice. en Mais tant au que moins, il y a Niçois, du mieux. honnêtement, je le dis, vous auriez mérité beaucoup Ouais. plus sur ce match-là, franchement. Je comprends que ce soit un peu dur, surtout après ce début de saison, que ce soit un peu dur à avaler. Mais bon, après, ceci dit, ce début de saison, on en avait parlé un petit peu en live là, en début de Ouais. saison, juste avant que ça commence, et au final, on s'y attendait un petit peu, hein. C'est pas non plus une Oui, grande, grande surprise. non, c'était prévisible parce que déjà il y avait la Coupe d'Europe et avec la Coupe du Monde qui arrivait, bah forcément il y avait beaucoup de matchs qui allaient s'enchaîner. Et en plus de ça, le calendrier était infernal. Le début de saison pour Nantes, tu jouais quasiment toutes les meilleures équipes du championnat. Donc c'est pour ça que moi j'avais dit, ça m'étonnerait pas que Nantes soit à un moment relégable. C'est ce qui s'est passé là il y a quelques semaines. Mais après, ce qui va compter, c'est à partir de Brest. Et c'est là où ils ont gagné. Là, il y a du mieux aussi face à Nice. Et là, il y a encore quelques matchs où normalement, c'est des équipes qui sont à leur portée. Donc voilà, en espérant que bah, ça enchaîne les bons résultats. On te souhaite en tout cas, pour ce soir, nous, on t'a préparé un petit sujet qui te remettra un petit peu de baume au cœur, ne t'inquiète pas. Adri, aka Scipion, le roi de Twitter, qui nous a sorti encore un maillot de très très grande qualité, est de retour dans cette émission. Comment ça va, amigo? Bah écoute, ça va nickel. On a sorti un beau petit maillot, comme tu dis, à l'ancienne. Ça rappelle, je pense, des souvenirs à Bruce. Il m'a dit, ouais, c'est le maillot de l'Islande, c'est sûr. Il est tellement large, il a pu appartenir qu'à lui. À l'époque, c'était vraiment des maillots, tu vois, tu les portais, tu sais, tu pouvais prendre S, M, L, quoi qu'il arrive, c'est Ouais. tellement. Mais c'est une autre époque. C'est un témoignage aussi. Ah, les maillots cintrés, tout ça, c'était pas, c'était le dernier de leurs soucis hein, à l'époque, hein. Bah, rappelle-toi d'ailleurs là, avec l'émission avec Julie, où il te disait carrément lui à Ah son oui, époque au début, t'avais quasi, il y avait que des maillots L, XL, genre MS, c'était même il n'y pas avait la pas le peine choix. d'espérer quoi. Le pauvre. C'est ça. Alors le XS pour Julie, compliqué, compliqué. Et Max Vandrel, bien sûr, est avec nous. Max, comment tu vas? Toi qui viens de nous sortir un nouveau bouquin. Alors, il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore Pardon, sorti, il sort la semaine prochaine. mais qui est déjà dispo en C'est pas grave. précommande. Déjà dispo en précommande, c'est le 3 novembre prochain. Donc, c'est l'autobiographie du président du Stade de Reims, écrite forcément avec lui depuis un an et demi, préfacée par Vincent Labrune. Et on revient sur absolument toute la vie de Jean-Pierre Caillot, de son enfance à ce qu'il a fait au niveau du monde des transports, parce il vient du monde des transports à la base, jusqu'à ses premiers pas en tant que président du Stade de Reims, quand le Stade de Reims était en national, pour finir jusqu'à aujourd'hui avec ses casquettes désormais aussi à la LFP, et puis toujours à la tête du Stade de Reims, 19e année bientôt de présidence, C'est beau. ce qui fait de lui le second plus ancien président en activité en Ligue 1, et donc il raconte ses années et un peu toute sa vie. Aussi Ok. comment construire un club, entre guillemets, comme le Stade de Reims, qui était un peu retombé dans l'anonymat dans le début des années 2000 jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui du Stade de Reims. Fut une époque où Reims et Nice représentaient ce qu'il y avait de mieux en Ligue 1, mais bon, c'est notre époque, hein. On est Surtout vieux Reims. sur ce live, mais pas à ce point-là. Faut peut-être pas déconner, mais en tout cas, c'est cool, hein. Va falloir qu'on lise ça, hein, parce que c'est quand même un personnage de notre Ligue 1, donc je suis assez curieux de lire ça. Je vous donne le programme donc pour cette émission. Évidemment, aujourd'hui, nous avons donc le fameux sujet hein, pour faire plaisir à notre invité, une petite rétrospective de la saison 2000-2001, celle qui avait vu le FC Nantes remporter son 8e titre de champion. On voit déjà le sourire qui se dessine sur le visage de Groot, bien sûr. Bah, heureusement, il y a eu un Forcément. titre là assez récemment, donc ça va, ça a permis de N'en renouer parle pas, un s'il te peu. plaît. Je suis sympa avec toi. Ne gâche pas tout. Ça permet un peu de rappeler quelques souvenirs, mais oui, oui, bah, c'est sûr que c'était une bonne période pour moi. Bon, j'étais jeune à l'époque.
voilà, hein, ça nous rajeunit pas, hein, mais forcément, ouais, des bons souvenirs. Ouais, et ben écoute, voilà, on va pouvoir revivre ça en chronique et en image grâce à Adri. Après, on se fera un petit duel entre Jérôme Roten et André Di Maria. Alors, le duel est peut-être improbable, dit comme ça, mais Max a décidé de les mettre face à face aujourd'hui. On vous expliquera pourquoi après. Après ça, un petit sujet sur Benzema. Forcément, Karim Benzema qui vient de remporter le Ballon d'Or. Même si ça fait un petit moment maintenant, c'est peut-être plus un sujet d'actualité, mais nous, on est là une fois par mois, on est obligé de le faire, bien sûr, de lui rendre hommage. Un autre sujet olympique lyonnais, d'ailleurs, on enchaînera avec un petit portrait de Thiago, le vrai Thiago Mendes, si on peut dire. Oula. Et on terminera bien sûr avec un quiz. Amaury enfilera une nouvelle fois son costume de maître du jeu. Il y a pris goût la dernière fois. Il commence à prendre goût, à prendre l'antenne. Juste Donc, avant, Thierry juste avant, Alex, quand même, de démarrer de plein pied, de raviver les souvenirs de la Beaujoire, un petit mot quand même sur Franck Ribéry, qui arrête sa carrière. Alors, oui, bien sûr. évidemment, les plus belles années de Ribéry, c'était au Bayern et tout, mais on n'oublie pas que ça a commencé en Ligue 1, et je pensais que, du coup, dans ce Ligue 1 Legends, il fallait quand même mettre en avant ce qu'a pu faire Ribéry, le gamin de Boulogne au parcours atypique, un peu chaotique à la base, qui a fini par s'imposer du côté de Metz, puis devenir un joueur phare de l'OM. Donc je me disais que c'était sympa. Et en plus, Ribéry en Ligue 1, il y a eu quelques très très bons moments. Honnêtement, il y a eu aussi, on y pense tous, la Coupe du Monde 2006, le but contre l'Espagne, le commentaire mythique de Gilardi. Mais c'est vrai que Ribéry, avant de devenir le Kaiser, c'était quand même aussi un joueur qui a compté en Ligue 1. Donc je trouvais que c'était bien. En plus, je trouvais que son départ, ses adieux à la Serenita, c'était plutôt beau. Il y a eu quelques larmes et tout. Et voilà, pour ce qu'il a fait du côté du football, c'était bien de revoir des souvenirs de petit Francky. Bah ouais, carrément, c'est clair, ça fait toujours plaisir à voir et c'est jamais désagréable à regarder, hein, les dribbles de Les Ribéry. highlights de Ribéry, ouais, ça va. Ouais, ça va, on a connu pire, on a connu pire en Ligue 1. Là, j'avoue, c'est quand même pas mal. Il a laissé un très très bon souvenir à Marseille. Alors forcément, les plus tatillons n'oublieront jamais son passage au journal de 20h où il avait annoncé vouloir rejoindre un grand club après sa première année olympienne. En l'occurrence, le grand club était l'Olympique Lyonnais. Ça avait été, C'est vrai. petite erreur de trajectoire, petite erreur de parcours en termes de communication. On sent encore une certaine amertume chez toi quand même. Hein. On sent que la plaie n'est pas complètement cicatrisée. On va dire que c'est oublié. Non, mais il y a eu quand même immensément de bons moments. Et puis surtout, Pape Diouf avait dit non. Pape Diouf avait dit non et avait été chercher on va dire en revanche, Hatem Ben Arfa peu de temps après pour imposer sa loi un peu à Jean-Michel Aulas, ce qui était assez drôle. Mais c'était un peu l'époque de cette grande rivalité aussi de la fin des années 2010. OM-OL et en tout cas Ribéry sur le terrain, même s'il avait été un peu conspué après cette déclaration-là, était vite redevenu un titulaire indiscutable jusqu'à l'image qu'on n'a pas là, mais que tout le monde a en tête, sur le tracteur pour ses adieux. Non, pas ouf, celui-là. Moi, celui-là, je ne voulais pas, moi. C'est mon préféré, mais c'est celui que tu vas détester le plus, par exemple. Voilà, c'est ça. Pour une fois que c'est pas un but contre Nice. Non, il y en a d'autres qui arrivent après, mais sur d'autres sujets. C'est ça. Ouais, en plus, à l'époque, à l'OM, tu avais Nasri, tu avais Cissé, tu avais lui. Tu avais vraiment un espèce d'aspect offensif à un moment donné où tu avais vraiment beaucoup de talent en même temps. Et je me souviens que Ribéry avait vraiment bien su lancer ça. C'est vrai que cette faute de communication par rapport à l'OL, mais sur le terrain, enfin, on a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose. Bien sûr. Des gros caractères, je pense que aussi, les grands. Ouais, alors ça c'est vrai, et c'était mais même après la Coupe du Monde 2006, c'était l'occasion aussi pour lui d'avoir un autre statut, un statut de leader dans un effectif bien huppé en plus, chose qu'il n'avait pas eu l'occasion d'avoir dans le début de sa carrière. Et c'est vrai que tu le dis, Adri, je pense que les regrets sont un peu là de cette période Nasri, Niang, Cissé, Ribéry, Pagis, c'est de ne pas avoir eu un trophée
dans cette époque-là, ni avec Albert Raymond, ni après avec Eric Gerets. Bon, après, ça s'est délité, hein, certains sont partis, etc. Mais de cette époque-là, on sentait en tout cas un groupe qui vivait très bien, et je crois que on va rien trahir en disant que Niang, Ribéry, Nasri et Cissé ont sans doute des anecdotes pour toute une vie qu'ils ne peuvent pas raconter dans des livres, eux. Mais c'était vraiment une chouette époque à vivre. Moi, j'étais ado et c'était un OM qui était quand même assez et enthousiasmant et qu'on aimait aimer. Il y a eu des OM que j'ai moins aimé que celui-là, largement. Niang, c'était quelque chose aussi. Hein. Niang, c'était incroyable. Franchement, à l'OM, lui, c'était n'importe quoi. Hein. Ah, Mamadou. Ah oui. Faudra qu'on lui fasse un petit sujet Mamadou Niang là. Est-ce qu'on a déjà fait une spéciale Mamadou Niang dans cette émission? Il me semble pas encore. On a fait Niang en duo avec Pagis et tout. On a fait Niang homme de duo, mais Niang solo. Et je pense que ouais, ça mérite un peu plus. Je suis bien d'accord. Il a quand même une sacrée évolution tout au long de sa carrière en Ligue 1, mine de rien. Ça mérite qu'on s'y attarde une prochaine fois. Vous voulez rajouter un petit truc avant qu'on commence le premier sujet peut-être? Est-ce que juste tu peux me laisser prendre en otage une toute dernière minute cette émission pour parler de l'OM? Fais comme chez toi. C'est l'occasion de souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un qui ne vous a sans doute pas marqué vous, mais qui m'a marqué moi, Dmitri Sitchev. Le Michael Owen russe. et dans cette célébration, il y a un peu tout. Il y a un peu tout ce qu'on va retenir de Dmitri Sitchev. Une frappe ratée qui va au fond, une célébration ratée, mais j'avais zappé, avec un lui, pour être honnête. Le Michael Owen russe, il m'a sorti. Cette émission est déjà réussie, on peut arrêter là. C'est bon. Elle a vraiment les souvenirs remontent. J'étais parti sur Romario et puis j'ai mis le cran du dessous, j'ai mis Michael Owen, tu vois. Mais l'un ou l'autre... Non, mais blague à part, il fête aujourd'hui ses 38 ans. Et c'était l'occasion de le saluer. Alors, il n'a pas laissé d'immenses souvenirs, mais ce but est quand même absolument fantastique. Je pense qu'il l'a fait exprès. Voilà, moi je laisse ça comme ça. D'ailleurs, il y avait penalty, mais je pense qu'il fait exprès de rater sa frappe. Incroyable. Charlitan, j'en aurais dû demander à Charlitan. On pourrait redemander à Charlitan. Quoi. Ça s'était tellement emballé sur lui après son premier but en Ligue 1, le petit tsar russe, la nouvelle pépite, machin. J'avais complètement zappé, moi, perso. Vous venez de me rappeler un truc, honnêtement, je l'avais oublié, quoi. Mais maintenant, c'est bon, ça revient un peu, mais je l'avais vraiment oublié. Bienvenue dans le Ligue 1 des Jeunes. Bah si, la preuve, parce que maintenant, je m'en rappelle, tu vois. Fallait juste me montrer un truc de lui, quoi. On aime bien déterrer des joueurs comme ça aussi dans cette émission. Bon, là, par contre, je pense que tous les joueurs, tu vas les connaître, je pense, même si tu étais jeune à cette époque-là. C'est toi, Adrien, me semble, qui nous fait ce petit sujet sur le FC Nantes, cette petite rétrospective sur la saison 2000-2001, le 8e et dernier titre de champion en date pour le FC Nantes, parce que voilà, on sait recevoir dans cette émission. Si tu peux le faire enlevant le maillot de Bordeaux, ça serait encore mieux. Quoique. C'est ça. Avant Lionel Messi pour Bruce, il y a eu Eric Carrière, et c'est l'occasion de se replonger dans les coulisses de ce FC Nantes champion. C'est une équipe qui d'ailleurs a eu une trajectoire assez étonnante parce que avant que Nantes aille soulever ce 8e titre, on parle d'une équipe qui quand même la saison d'avant avait terminé 12e, s'était même fait peur pour la relégation. En fait, le Nantes, avant de Denouec, c'était une équipe plutôt de Coupe de France. C'était une équipe de coups. Voilà, ils avaient remporté notamment ce succès contre Calais, on s'en souvient, face aux amateurs en finale. L'année d'avant aussi, ils avaient gagné la Coupe de France. Donc pour l'instant, c'était plus une équipe qui devait germer. Et c'est vrai que ça se retrouve par rapport aux joueurs et notamment à l'effectif. Et là, pour le coup, on va énormément parler de formation à la nantaise parce qu'on a un paquet de joueurs de cette équipe, de cette génération, qui sont issus du cru. Je vais tous les citer parce que quand même, ça permet de mettre en valeur le travail en amont de Denouex, de Suodo, de tous ces passionnés de la maison nantaise, de la maison jaune, qui ont contribué à ce titre. On a donc Landreau, Deroff, Delomo, Gillet, Berson, Darocha, Monterrubio, Olembe, Piocel, Savino, Ziani
et Vairua, qui sont issus du centre de formation, qui vont terminer champion. C'est vrai que ça va aussi se ressentir dans l'équipe type de la saison, celle qui va aller chercher ce titre. On a beaucoup de joueurs qui voilà, sont implantés dedans. Et voilà, en fait, il fallait... c'était un mélange et forcément de jeunesse, mais il fallait aussi un peu d'expérience. Parce que voilà, je vous dis Monterrubio, pour vous c'est un ancien, mais le Monterrubio qui marque là, qui régale, c'est un joueur qui n'avait que 23 ans. C'était pas encore un patron. Et pour le coup, pour solidifier ça, il y avait notamment Nestor Fabri, le défenseur argentin. Il était argentin, là, ça lui. rappelle les... Ouais, c'est ça, défenseur c'est argentin. un bon défenseur. C'était un bon défenseur à l'ancienne. Ça se ressent aussi sur pas mal de séquences. Mais il en imposait. C'est exactement ça. Et surtout, on va dire, le gros coup du mercato estival, c'est d'aller chercher Viorel Moldovan à Galatasaray. Là, ça aussi, Viorel, je pense que ça te fait plaisir, Bruce. Hein. Ouais, bah Moldovan, c'était un sacré joueur. Hein. Après, il y avait Vairua, etc. aussi, qu'on connaissait un petit peu moins, etc. Mais laisse tomber, enfin. Moldovan et Vairua, c'est les deux tout de suite auxquels tu penses que devant il y a eu des buts importants. Je crois même que c'est Vairua qui met le but, je crois qu'il donne le titre à Nantes d'ailleurs. C'est bien lui. Je crois que c'est Vairua et c'est vrai que Moldovan. Il y avait Pujol pareil, aussi devant. Hein Greg Pujol, il était déjà là ou pas? C'est après? Non, c'est après. Enfin, de mémoire, c'est après. Hein. Il y a quand même un écart. Il y a quand même un écart. Et puis aussi, ouais, carrière. Enfin, c'était vraiment les 10 à l'ancienne, tu vois, ces meneurs de jeu qui ont un peu disparu maintenant ou qui sont devenus des 8. Mais voilà, c'était vraiment, tout était réuni sur cette saison. Et comme tu l'as si bien dit, ce qui faisait plaisir à l'époque, c'est que tu avais vraiment le jeu à la Nantes, tu as beaucoup de joueurs qui venaient du centre de formation. Du coup, c'était la perfection, quoi. Maintenant, c'est sûr qu'avec le temps, malheureusement, ça s'est un petit peu perdu, tout ça, même beaucoup. Mais voilà, c'était une belle époque. Et puis avec Denouex à la tête aussi de tout ça, forcément, on sait que lui, c'était un fin connaisseur du beau jeu, etc. Tactiquement et tout, c'était très fort. Il avait des vraies idées. Donc voilà, une très, très belle période nantaise. Tu as dit beaucoup de choses intéressantes dans ton propos, et notamment, tu as évoqué le jeu à la nantaise, forcément c'est inévitable, et pour Ligue 1 Legends, on est allé chercher Nicolas Gillet, défenseur international, qui était formé à Nantes, et qui du coup a pris le temps un petit peu de nous expliquer pas mal de choses sur ce titre, et notamment sur cet esprit nantais. En fait, finalement, c'est quoi le jeu à la nantaise? Monsieur Nicolas Gillet nous répond. Bon, c'est tout simplement une façon de voir les choses, de les penser, mais que ce soit dans la vie ou que ce soit sur le terrain, en fait, le jeu n'était pas centré sur le jeu, en fait, n'était pas centré sur soi, en fait, le jeu J-E, et le jeu était basé sur quelque chose de collectif, en fait, où on devait se développer au sein d'une équipe, au sein d'un groupe, et chacun pouvait exprimer son unicité, en fait, et c'est un peu ça. C'est un peu le résumé, c'est gros, mais il y a eu un gros travail de fait aussi dans la formation par rapport à tout ce qui était mis en place, tous les jeux, toutes les choses même dans la vie de tous les jours qui étaient mises en place au sein du club, faisaient qu'on était amené à penser comme ça et à fonctionner comme ça. Donc en fait, ça nous paraissait tellement naturel que ça se poursuivait. Et puis que les joueurs qui ont été recrutés cette année-là, qui sont venus d'extérieur et qui ont apporté un plus, se sont trouvés aussi dans cet état d'esprit-là. Donc voilà, merci Nicolas de nous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Et d'ailleurs, dans l'équipe type, et là pareil, tu as dit quelque chose, Bruce, qui m'intéresse beaucoup, tu as dit il y a Eric Carrière numéro 10, mais en fait, quand on regarde cette équipe, vraiment le 11, en fait, tu as beaucoup de numéro 10 dans l'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Darocha et Ziani, tu vois aussi, ça aurait pu être, aussi, ils ont déjà occupé ce poste. Ziani d'ailleurs qui est formé à Nantes et qui a fait un crochet notamment par Bordeaux et qui est revenu cette saison-là à la maison à 28 ans. Monterubio qui était plus peut-être un 9,5 avant petit à petit de reculer, mais pareil, tu vois, dans l'esprit. En fait, sur le terrain, tu vois, tu avais quasiment 4 ou 5 numéros 10 en même temps. Ce qui peut paraître totalement fou aujourd'hui, mais ça a complété parfaitement les rôles. Et du coup, voilà, on va commencer à attaquer sur cette saison. L'entame de saison est plutôt réussie, c'est vrai. Franchement, Nantes, voilà, il fait beau, il fait chaud. Il y a notamment cette victoire chez le champion monégasque, 5-2. Nantes, voilà, 3 victoires en 5 matchs. On se dit, et pourquoi pas, après la saison un peu galère de l'an passé. Et en fait, il y a une douche froide et un homme qui s'appelle, désolé, Pedro Miguel Paoletta, qui arrive à la Beaujoire pour terrasser tout ça. Joueur, putain.
Ouais, son premier match en Ligue 1 pour un joueur qui était de mémoire remplaçant plus ou moins au Deportivo La Corogne. Bah voilà, ça vient ça. chercher le triplé à la Beaujoire et là on se dit bah patatras. Je sais pas si Dis tu as pas un le souvenir de score. ce match. Dis pas le score, s'il te plaît. Je vois que c'est encore un traumatisme et tout. Mais en plus, il n'y a pas que Paoletta, il y a même Marc Wilmots qui marque sur ce match. Et oui, Marc Wilmots a aussi été joueur et a joué pour les Girondins. C'est aussi une autre époque. Quand on parle de Sitchef, on peut aussi dire Wilmots. Mais voilà, je suis désolé Bruce, mais Non, un mais champion. je crois que la revanche, par contre, Nantes avait gagné à l'extérieur, je crois. Hein. Et justement, tu en fais bien d'en parler parce que ce match est très important dans l'esprit de pas mal de Nantais. Il va consolider quelque chose. Et en fait, voilà, ça marque vraiment un gros coup d'arrêt parce qu'en fait, Nantes ne gagne pas les 5 matchs suivants et descend même jusqu'à la 15e place. Et on parle, je rappelle, d'une Ligue 1 à 18. Donc là, tu commences un peu à flipper, tu te dis, voilà. Donc autant vous dire qu'au tiers du championnat, Nantes n'est pas en très très bonne posture, mais voilà, il va avoir un réveil au cours de l'automne. L'équipe va s'affirmer, va de nouveau partir sur une série. En fait, c'est vrai que c'est une équipe qui a beaucoup fonctionné par petits cycles, avant vraiment, sur la seconde partie de saison, d'être irréprochable. Et forcément, quand on parle de ce FC Nantes, il y a un homme, on ne pouvait pas s'empêcher d'en parler de lui, parce que c'est un coach qui nous plaît beaucoup, Reynald Denouex. Voilà, un penseur, un formateur, un très très bon entraîneur, avant d'aller faire de très bonnes choses du côté de la Real Sociedad. On rappelle quand même que Reynald Denouex, de 82 à 97, a été directeur du centre de formation du FC Nantes. En fait, il a vraiment pu modeler tous ses joueurs. Il a été vraiment à la base, aux fondations. Et du coup, Nicolas Gillet, qu'il a connu aussi en équipe de jeunes, nous parle un petit peu de Reynald Denouex et de son apport auprès des Canaries. Je pense qu'il a une grande rigueur dans ce qu'il faisait, un grand professionnalisme, une grande connaissance du jeu, sur une honnêteté aussi envers ses joueurs. C'est-à-dire qu'il prenait des décisions, mais déjà il pouvait les expliquer si on avait besoin, mais bon, quand on allait le voir, il fallait mieux être armé parce qu'il avait, quand on partait de son bureau, on disait ouais ok merci coach et effectivement vous avez raison. Donc non, il fallait être très armé. Et puis parce qu'il y avait des raisons bien réelles pour le jeu, par rapport à l'équipe, par rapport à plein de choses. Donc il avait une compétence incroyable. Et puis en même temps, il a permis à chacun, je pense, de s'exprimer tel qu'il était. Et en fait, une équipe, c'est une association de personnes, une association de joueurs. Je dis bien de personnes d'abord, de joueurs aussi. Et en fait, il y a des associations qui se font mieux que d'autres. Et en fait, le tout, c'est d'arriver à trouver ça. Et puis d'arriver à être régulier après sur le temps. Mais voilà, c'est un très très grand coach. Un des plus grands, sinon le plus grand que j'ai eu l'occasion d'avoir. Voilà, c'était aussi l'occasion dans ce League of Legends de rendre un hommage appuyé à Reynald Denouex parce que c'est un coach qui a compté. On a presque regretté qu'il n'ait pas fait plus de choses, notamment un poste de DTN. Je sais pas ce que vous pensez, vous, de l'ami Reynald Denouex, mais c'est vrai que même quand je l'entends encore aujourd'hui, je suis fasciné, bluffé par ce qu'il dit. Je sais pas si vu que j'ai parlé, si quelqu'un veut donner son avis un peu, allez-y les gars. Non, mais déjà, moi, j'ai envie de le saluer parce que on avait essayé de le faire venir justement dans League of Legends la saison dernière et malheureusement, son état de santé ne lui permettait pas, mais il était ouvert et on sentait qu'il avait encore vraiment cette passion. Quand je l'ai eu au téléphone, cette passion pour le jeu, cette passion pour le foot et réussir à mener une équipe comme Nantes qui n'avait pas les moyens des cadors du championnat à ce moment-là. Hein. Je veux dire, ça reste une surprise de voir Nantes gagner ce titre cette saison-là. Bah, ça peut se faire qu'avec un grand entraîneur, qu'avec un grand tacticien qui soit capable vraiment de pallier à toutes les carences que peut avoir son équipe avec un grand sens tactique. Et ça, il a réussi à le faire et avec la manière qui plus est. Donc, on est obligé de lui rendre hommage aujourd'hui, bien sûr. Ça fait partie de ces entraîneurs formateurs qu'on voit moins à l'heure actuelle. On a peut-être le cas avec Franck Hez, qui ressemble un petit peu de près ou de loin dans le parcours, ou avec Régis Lebris, dans le parcours, un petit peu ces entraîneurs qui ont commencé par plutôt prendre des centres de formation ou des réserves avant de monter sur des postes d'entraîneur A. Et puis au-delà de ce qu'il a fait à Nantes et qu'il faut saluer, tu l'as très très bien dit Alex, c'est quelqu'un qui lorsqu'il s'est exporté, et je parle de la Sociedad pour sa dernière aventure et sa seule aventure à l'étranger, si je dis pas de conneries, a été élu quand même meilleur entraîneur de Liga. Pour un Français, oui. Je pense que c'est quasiment jamais arrivé.
et a emmené la Sociedad qui était sur ce début d'année 2000, c'était un tout petit club quand même, il faut se remettre dans le contexte. Ça l'est encore un peu toujours, mais on est quand même sur un chapeau 2 ou chapeau 3 de Liga. Ils les avaient emmenés jusqu'en 8e de finale avec des champions. En tout cas, la phase d'élimination directe. Donc, forcément, grand respect. Et oui, c'est bien qu'on retrouve aujourd'hui, chez certains coachs de Ligue 1 ou même de Ligue 2, quelque chose. S'ils pouvaient tous s'inspirer un petit peu de Reynald Neuhaus dans la façon de jouer et de traiter les humains, c'est un peu ça ce que je retiens moi de l'intervention de Nicolas Gillet. Il parle beaucoup de collectif, d'humains, de personnes. Il parle pas tant que ça. Alors forcément, ça parle de jeu, mais il parle quand même beaucoup d'un ensemble d'individus qui font une seule et même unicité. Et bon, c'est un autre football, c'est sans doute aussi pour ça qu'il évite les médias dernièrement, Reynald Neuhaus, parce qu'il doit plus s'y retrouver beaucoup. Mais c'est des valeurs qui se perdent un peu et qui lorsqu'elles sont remises par des coachs actuels, font généralement beaucoup de bien au club. Il y a Ludovici là sur le chat qui nous dit et qui nous rappelle un peu les noms des joueurs de sa Real Sociedad, Xabi Alonso, Darko Kovacevic, Caveciniat. Enfin, c'était une équipe assez dingue. Hein. Ça, tu prenais du plaisir quand tu regardais cette Real Sociedad là. Petite précision aussi, la Dot qui nous dit ouais Karim Ziani. Non, c'est pas Karim Ziani, c'est Stéphane Ziani. Pas tout à fait le même. S'enflammer. Ah, il était tout content qu'on parle de Karim Ziani. Non, c'est pas tout à fait la même génération. Pas tout à fait. Ils se sont croisés, mais c'est pas les mêmes. Adrien, tu veux rajouter des trucs peut-être sur cette épopée? Ouais, bien sûr, parce que du coup, on va basculer sur la deuxième partie de saison. On a un Nantes qui va être vraiment irrésistible, seulement 3 défaites et surtout une série à la fin qui est assez fantastique, 9 victoires sur les 2 derniers matchs, et une équipe qui gagne beaucoup 1-0, donc on sentait aussi petit à petit la pression, elle commence à arriver. Peut-être qu'on était un peu plus calculateur, même si c'était un jeu qui était beau. Et d'ailleurs, sur pas mal d'actions, j'ai remarqué que, évidemment, il y avait cette idée, tu vois, de beaux jeux, de développer. Mais en fait, c'était une équipe qui, surtout, je trouvais, qui a été très redoutable en transition, vraiment, qui avait des flèches devant. Vraiment, ça allait très, très vite. Et surtout, il y avait quelque chose qui était excellent. On a parlé tout à l'heure de ces fameux numéros 10 multiples. Et en fait, je trouve qu'il se projetait énormément dans la surface, c'est-à-dire qu'à chaque action qui était, on va dire, posée, tu avais toujours un Ziani, un Carrière, un Darocha qui était à la retombée du ballon, mais vraiment très haut. Et je trouve que c'était très malin, en fait, c'était toujours bien construit. En fait, c'était une équipe qui était vraiment douée à la fois. Il y avait du QI-foot, ouais. Voilà, QI-foot, tu l'as dit, et franchement, c'est ça, il n'y a que des cerveaux dans cette équipe, en fait. Et il n'y avait pas trop de touches superflues, tu vois. C'était souvent dans le sens du jeu ou de l'équipe, tu vois. Ça gardait pas la balle à faire 5-6 touches pour rien. Donc, c'était aussi l'une de leurs forces. La célébration Payet de Vairua. Celle-là, elle est mythique. Voilà, tout a commencé ici. C'est top 3 célébrations de l'histoire de la Ligue 1, ça, quand même. Elle est incroyable, cette célébration. Ouais. Incroyable. Tu mets pas le Z de ZRK, toi? Allez, la première balle perdue, c'est parti. Incroyable. Ouais, c'est vrai qu'il y a Coptats qui dit qu'il y avait beaucoup de petits gabarits. Bah, c'est comme il l'a dit, il y avait beaucoup de numéro 10 dans l'esprit, donc souvent des petits gabarits. Mais c'est vrai que De Neuhaus, on l'a vu aussi avec la Sociedad, ce que tu veux, c'était un peu déjà le foot à l'espagnol, tu vois, avec beaucoup de joueurs de ballon, des créatifs. Et c'est ça qui a super bien fonctionné, quoi. Donc c'est pour ça qu'en général, ce genre de profil, de toute façon, c'est des petits gabarits. Enfin, c'est pas des armoires, quoi. Puis tu regardes Vairua, là dans cette équipe, il jouait plutôt avant-centre. Mais 2-3 ans après, quand il est à Nice, il décale numéro 10. Hein. Lui aussi, il avait le cerveau, il avait la qualité technique. Et j'en profite parce que vraiment, moi, Vairua, c'est un de mes joueurs préférés, vraiment, que ce soit dans la Ligue 1, mais même tout court. Ce mec-là, je ne l'ai vu marquer que des bangers. C'est incroyable. Le mec ne savait marquer que des beaux buts. C'était un C'est vrai qu'il fait un beau best-of, hein. Ouais. Faudra qu'on se fasse une compile la prochaine fois spéciale Vairua parce que vraiment ses buts c'est incroyable à chaque fois, il avait une créativité sur le terrain, c'était absolument dingue. Moi vraiment c'est un des mecs qui m'a fait le plus vibrer dans un stade, quoi. C'était absolument incroyable. Et du coup on arrive oui, vas-y peut-être parce que justement tu faisais la liste tout à l'heure des joueurs notamment français qui faisaient partie de cet effectif-là. Je me faisais la réflexion là tout de suite dans ma tête. J'en vois pas beaucoup en équipe de France.
hormis Nicolas Gillet, mais sur des tournois un peu annexes plutôt l'année 2001 que l'Euro 2000 ou que la Coupe du Monde 2002. Est-ce qu'ils n'ont pas non plus pâti, ces joueurs-là, qui auraient pu prétendre à sans doute quelques caps en équipe de France, pâti du fait que la France était championne du monde et qu'il n'y avait pas la place de les intégrer? Parce que quand on le voit, c'est pas une génération qui a beaucoup pété en sélection nationale. Alors que généralement, de tout temps, les sélectionneurs font quand même un peu leur marché sur ce gros type de collectif. Ouais, mais au final, tu regardes, à cette époque-là aussi, c'était une époque où pour jouer en équipe de France, tu faisais pas 6 bons mois et t'étais appelé. Il fallait confirmer une saison, 2 saisons, voire même 3 des fois. Des fois, c'était vraiment très très long avant d'avoir sa première cape en équipe de France. Et si tu regardes de cette équipe, qui, à part Eric Carrière, qui lui a eu l'équipe de France, a vraiment franchi le step? C'est ça, en fait, Landreau, c'est quand ça. même. Ouais, Landreau, en fait, mais il a eu à la l'équipe fin de de la France. saison, à la fin de la saison, il y a la Coupe des Confédérations, il y a 3 Nantais qui sont appelés, Landreau, Carrière et Gillet. Voilà. Ouais. Mais Gilet, Mais c'est vrai que tu Gilet, il l'as en a bien eu dit, à mais dans une l'époque, compétition mineure, quoi. à l'époque, fallait cravacher pour aller en équipe de France. C'est vrai que maintenant, ça peut se faire un peu plus rapidement s'il y a des fulgurances, des trucs. C'est vrai que c'est le foot d'aujourd'hui, ça va très vite, hein. C'est comme la valeur marchande d'un joueur. Ça peut exploser en 6 mois ou en une année. Le mec, il peut coûter 40, 50 millions, tu vois. Donc tout va Totalement. plus vite, quoi, aujourd'hui. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir avec le football d'aujourd'hui. Avant, effectivement, c'était beaucoup plus dur. C'était un peu le Graal, quoi, d'arriver en sélection. Et après, effectivement, comme tu l'as dit, il y avait un contexte aussi qui faisait que les portes étaient quand même bien, bien fermées en équipe de France. Fallait montrer un sacré niveau et dans de sacrés clubs pour pouvoir prétendre à rentrer dans cet effectif Il y avait de la fous furieux, hein. concurrence. C'est ça. Ouais, fallait y aller, hein. Carrière, Solide. Carrière, il luttait avec Zidane et Mikou, voire Djorkaeff, quoi. Donc, Ouais, c'est pas t'imagines. facile. C'est pas facile. donc ouais, pour se faire une place, comme vous l'avez dit, c'était pas évident. Et du coup, on arrive, comme je vous l'ai dit, sur cette fin de saison, un Nantes en boulet de canon, voilà, qui gagne à Bastia, qui gagne contre Troyes. Et puis arrive ce dernier match à la maison contre l'AS Saint-Etienne. On a commencé un petit peu à le teaser, à le spoiler avec Bruce. Et forcément, le but de Vieira qui offre le titre et une image énormément marquante. Voilà, le jeune Bruce qui s'apprête à sprinter sur la pelouse pour aller fêter le titre avec ses joueurs favoris. L'envahissement de la pelouse à Beaujoire, on l'avait revu d'ailleurs en Coupe de France lors de la qualification contre Monaco. C'est vrai que quand tu as un envahissement comme ça, je sais pas pour vous, mais ça fait des souvenirs de folie. Il y a un petit truc qui est derrière, et surtout tu as ce stress, quoi. Est-ce qu'on va le faire et tout? Et honnêtement, je pense que ça a marqué les gens. Moi, quand j'ai revu les images, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est une vraie marée humaine, quoi. Ah, ça, c'est sûr que c'est magique, quoi. Puis bon, voilà, c'est vrai qu'il y avait moins de débordements, on va dire, que maintenant. Enfin, ça se passait souvent mieux, on va dire aussi. C'était plus contrôlé. Donc, mais en tout cas, c'est magnifique de voir ça. Puis bon, ça date déjà d'il y a quelques temps. Bon, moi, étant fan de Nantes, forcément, c'est magnifique. Parce que c'est un super public. En plus, Nantes, c'est quand même vraiment une ville de footeux. Tu y étais ce Et jour-là? voilà. Non, j'y étais pas. J'étais jeune. Ah, J'étais jeune. dommage. Mais j'ai habité 4 ans à Nantes, mais pas à cette période exacte. Dommage. Donc voilà, j'ai raté ça. Et du C'est coup, vrai qu'on voit plus trop ça. ouais. Ah, Envahissement. c'est vrai que c'est plus compliqué. Et les tours de stade ne font pas le même effet. Après, il faut aussi remarquer que généralement, c'est toujours le même champion depuis quelques années et qu'on a rarement vu le Parc des Princes qui n'est pas non plus dans une config envahissement de terrain. Là, la Beaujoire s'y prête aussi. Ces anciens stades, un petit peu, se prêtent quand même beaucoup plus à ce type de choses-là que les nouvelles structures. Ah bah après, des vous envahissements pouvez- de terrain, on en voit. C'est juste que globalement, c'est vrai que ces derniers temps, on a plus vu des envahissements de terrain agressifs, plus que pour des bonnes raisons. C'est surtout ça, malheureusement, c'est tout. Mais bref, on est là pour se remémorer les bons souvenirs. C'est ça. On va pas partir Et- là-dessus. J'ai connu cette époque et même celle d'avant avec Coco Ciodo, nous dit Mickey 4434 sur le chat. Mais c'est vrai que ça, c'était quand même une bien belle époque, hein, pour le FC Nantes. Toute cette construction du FC Nantes qu'il y a eu effectivement sur les dernières décennies avant 2000, où vraiment C'est ça. tu sens que c'est un club qui, ok, il s'est dit, ok, on n'a peut-être Bah, pas les l'un moyens des des plus autres, grands mais clubs avec le français, jeu et la hein. formation, on va se mettre au niveau, quoi. C'est d'autant plus fort, c'est d'autant plus fort et d'autant plus respectable. T'allais dire un truc, Bruce?
Non, je disais, bah, tout simplement, oui, à cette période-là, historiquement, c'était l'un des plus grands clubs français, quoi. C'est sûr que, bon, maintenant, le foot va très vite et il s'est passé des choses là sur les 20 dernières années. Donc, forcément, bah, les jeunes qui ont grandi, ils ont vu la domination de Lyon, là, ils voient le PSG. Donc, pour eux, Nantes, etc., c'est des petits clubs. Alors qu'historiquement, enfin, voilà, ça fait partie des plus gros clubs français. Ouais, indiscutablement. Non, mais clairement, et juste, moi je trouvais que c'était intéressant d'avoir l'avis de Nicolas Gillet parce que cet envahissement de terrain, lui, comment est-ce qu'il l'a vécu? Parce que nous, voilà, ça nous fait des souvenirs, mais lui, en tant que joueur, qu'est-ce qu'il se souvient de ce moment où ça y est, après toutes ces années de formation, ce dur labeur, il est enfin champion de France et la Beaujoire explose. Bah, moi, le souvenir que j'en ai, c'est la fin du match, en fait. On est qu'à 1-0. On a, il me semble, une ou deux très bonnes occasions de marquer dans les arrêts de jeu. Et je me dis avec le recul maintenant, en voyant les images et même le sentiment que j'en avais, que s'il y a but, je pense que le match aurait eu du mal à se finir et là, ça aurait posé problème. Mais en même temps, on était dans ce stress justement qu'il y avait qu'un but d'écart et qu'on voyait que ça allait être envahi. De toute façon, au coup de sifflet final, on était entre deux, nous derrière, faut défendre, mais attention parce que quand ça va siffler, on va vite y aller, on va vite partir. C'était voilà, c'est un moment indescriptible en fait. C'est assez incroyable. C'est un soulagement. On repense à plein de choses. On repense à la saison. On repense à ce qui s'est passé les années d'avant. Et puis on se dit, on l'a fait quoi. Bah, moi, le souvenir que j'ai. Voilà, Nantes champion, Eric Carrière est le meilleur joueur de la saison, Denouex meilleur entraîneur. Malheureusement, on a commencé un petit peu à le dire sur certains destins. C'est vrai que derrière, il n'y a pas eu de la continuité. Alors Nantes a fait un beau parcours en Ligue des Champions, a quand même passé le premier tour. À l'époque, vous savez, c'était 2 phases de groupe. On avait quand même C'était une dur. équipe qui avait su... Ah ouais, là en plus, La t'avais deuxième passé, je phase crois, de groupe, c'était un enfer en général. ouais. Ah Je oui. je te rappelle les équipes. Nantes était tombé avec le PSV, la Lazio et Galatasaray, avait réussi Ouais. à passer. Putain, Et derrière, tu déjà. tapes le Bayern, Manchester United et Boavista. Donc, voilà, c'était difficile. Et malheureusement, sur la saison, Nantes terminera que 10e. Voilà, ça n'a pas découlé sur, on va dire, peut-être une hégémonie, mais au moins rien que sur les bribes qu'on a pu voir juste cette saison, en termes de souvenirs, on a tous commencé à le dire et on peut conclure là-dessus. C'est vrai que ce Nantes-là voilà, a marqué une génération et ça fait toujours plaisir de revoir cette jeunesse nantaise au sommet. Il avait un vrai flow aussi, ce maillot, hein. Franchement, il était vraiment Propre, hein? très beau. Ouais, très beau. Et ben, merci pour ce. Tu nous as bien fait ça, sincèrement, tu as fait ça parfaitement. Tu nous as rappelé les souvenirs, les émotions, tout était là. Ouais, effectivement, ça nous a rappelé des bons petits souvenirs et une belle page de notre Ligue 1. Mais dorénavant, on va passer sur un autre sujet qui sent un peu plus le soufre. Max, il a envie d'en découdre aujourd'hui. Il a envie de poser des vrais L'odeur du débats. sang. C'est ça. Et il a envie de nous opposer Jérôme Roten et Angel Di Maria. Explique-nous le concept, gros. Alors, deux gauchers, deux belles pattes gauche, forcément. Deux passeurs qui ont marqué notre belle Ligue 1. Et surtout l'idée de déterminer peut-être qui a fait la plus grande saison en tant que passeur ces 20 dernières années de Ligue 1. Alors, j'ai pris les deux joueurs avec le plus de passes décisives. Sur une saison. On va le voir sur une saison, exactement, sur une saison. Pour Angel Di Maria, saison 2015-2016. Pour Jérôme Roten, saison 2002-2003. 18 passes décisives chacun. À l'époque, donc on voit les stats pour Di Maria, donc 29 matchs, 10 buts, 18 passes décisives, une première place pour le Paris Saint-Germain. Un double-double, c'est toujours pas mal. Et pour Jérôme Roten, 37 matchs, 4 buts, 18 passes décisives et une deuxième place pour Monaco. Justement, tu en parlais tout à l'heure, Adri. Là, cette année 2002-2003, c'est la première année où la Ligue 1 était repassée à 20 clubs. Avant, donc, on ne biaise pas les stats. Vous allez voir passer, du coup, pêle-mêle, les passes décisives des uns et des autres. Commençons par Jérôme Roten. Jérôme Roten qui était arrivé avant cette saison-là, 6 mois avant en principauté. Il était arrivé au mercato d'hiver en provenance de Troyes.
6 mois plutôt moyens dans un Monaco qui tournait mal à l'époque, un Monaco déjà coaché par Didier Deschamps, et qui terminera 15e aux portes de la relégation. On n'attendait Le pas, Beckham français. du coup... Ouais. Bon, il faut reconnaître un flot. Ah, il avait faut son petit flow à reconnaître l'époque. Que voilà, alors je sais pas, moi je pouvais pas me le permettre, mais le serre-tête, les choses comme ça, il a aussi amené ça dans les cours de récréation. Les maisons et le serre-tête, c'est un peu Jérôme Roten qui a amené ça dans les cours de récréation dans les années Et le 2000. petit sparadrap pour cacher la boucle La boucle d'oreille aussi. d'oreille. Ouais, et alors Samy serait là, il te dirait j'avais pas de boucle d'oreille, mais j'avais quand même un sparadrap pour faire genre, tu vois. Il serait capable. C'est tellement son genre, ça. Mais moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais au lycée, j'avais un pote supporter de Monaco. Il faisait exprès à chaque fois de jamais enlever sa boucle d'oreille pour jouer, pour avoir le plaisir de mettre un sparadrap et faire comme Roten, quoi. Vraiment, c'était Non, mais Pour le flow, quoi. Ouais. le Matrix C, quoi. totalement, quoi. Totalement. Et c'est le mimétisme, on l'a tous fait, qui a jamais mis ses chaussures au-dessus du genou pour Thierry Henry, enfin, on l'a tous fait, ça. Ah, moi, c'était plus pardon, les chaussettes, tu sais, rentrer dans le protège tibia pour faire comme Rui Costa, tu vois. Ah ouais. mais deux écoles, l'école portugaise, ça, a priori. C'est ça. Et du coup, bah, vous voyez les images défilées de la saison de Jérôme Roten. Donc, Je remarque, de nombreuses- je remarque Max. Ouais, je remarque Max que quand même la connexion Roten, Chabali, Nonda, et on rappelle à quel point Nonda c'était un neuf avant sa blessure, sa grave blessure qui était de qualité. Et je vois que là, Roten il se régale et il le trouve, c'est téléguidé quoi. Là vraiment, il y a pas de secret. et justement, alors autant je m'attendais effectivement à ce qu'il y ait une connexion parce qu'on avait parlé dernièrement en plus de Chabani Nonda et on sait à quel point ça a été, bah, je pense on peut le dire, l'un des meilleurs neufs de Ligue 1 ces 20 dernières années, comme quoi la blessure a tout gâché. Mais ça m'a permis de redécouvrir Dado Perchaud. Et Dado Perchaud, pas la moitié d'un mauvais joueur aussi. Dado Perchaud qui lui aussi, bah, de toute façon, j'ai les stats, 6 passes en direction de Nonda et 6 passes en direction de Perchaud. Voilà, Putain, il je faisait pense que 2 les mètres, deux... le mec, avec Roten pour lui faire descendre. En même temps, ça devait être tellement facile de le viser. Roten devait se régaler, quoi. Plutôt rapide, plutôt adroit, plutôt agile. C'est ça aussi qui m'a un peu choqué dans Ah, ce j'ai pas le souvenir petit d'un mec souvenir. rapide. Et pourtant, Ouais. au duel, j'ai revu des buts où il était lancé en profondeur et il n'était pas, c'était pas une charrette. On Ok. voit là des coups de pied arrêtés. En gros, sur le nombre de passes décisives, donc 13 dans le jeu, 4 sur coups de pied arrêtés. Et là, vous allez me dire, pour les meilleurs en maths d'entre vous, on ne monte pas à 18. Non, on ne monte pas à 18. 13 et 4, 17. Et c'est là où le bas blesse sur la saison de Jérôme Roten, c'est que sa 18e passe décisive émane d'une passe qui amène un penalty transformé. Ah, Et à l'époque, le classement des passeurs n'étant pas un classement officiel LFP, mais un classement l'équipe qui tenait Ils semaine l'ont après rajouté, semaine, du coup. lui ont accordé, petite faveur pour Jérôme Roten, lui ont accordé cette 18e passe décisive grâce au penalty. Je crois que il a lancé Nonda en profondeur, Nonda s'est fait faucher, il s'est fait justice lui-même sur le penalty. Et badaboum, voilà comment on a une passe décisive en plus. Voilà, sur la saison de Jérôme Roten. Et donc, c'est 17,5, 18. Je vous laisse vous et le chat définir. Mais ce qu'on peut dire, et vous le voyez dans les images, c'est ça que parle déjà de douille hein, dans le chat. Pour eux, c'est 17. Hein. tout de suite, soyez pas comme ça. Bah, Di Appréciez Maria, on plutôt peut lui en rajouter 2-3 du coup, si on est réglo. C'est Ça ça se trouve, aussi. il y en a 2-3 à lui rajouter. Si, des trucs comme ça, il y a dû en avoir. Certainement. l'huissier Maxime a checké quand même. Il n'y a pas d'autres litiges sur la saison. Non, mais au-delà du point purement statistique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, grâce à Jérôme Roten, bon, Monaco dans son ensemble ne fait pas une bonne première partie de saison. Lui en fera une excellente en deuxième partie de saison, qui l'amènera du coup sur ses premières capes en équipe de France. Et Monaco, impulsé justement par, on l'a dit, Nanda, Perchaud, Ludovic Giuli et ce serial passeur Jérôme Roten dans les 10 derniers matchs, va remonter jusqu'à la seconde place. Et cette deuxième place va amener l'année d'après
à ce qu'on a connu et au parcours en Ligue des Champions qui s'arrêtera en finale contre Porto. Donc l'importance qu'a eu Jérôme Rotten dans l'histoire de ce Monaco du début des années 2000 et à mon sens rattrape, on va dire, cette 18e passe décisive peut-être un peu scabreuse. Voilà. On est sur une majorité de 17 sur le chat. Il y en a un, il y a la Dodds qui est sympa, mais tous les autres c'est 17, 17, 17. Hein. Ça veut pas lâcher la dernière passe. Hein. Si Jérôme nous écoute, j'essaie d'être là le meilleur avocat possible, mais j'ai l'impression que je ne peux pas vous convaincre là sur la 18e passe. Après, c'est pas lui qui a choisi c'est pas lui qui a choisi le règlement de l'équipe à l'époque. Hein. Lui, il prend, il a raison. Il a raison. Ils ont peut-être compté aussi, tu sais, les fans de corps, un peu comme Terrier, il a mis la dernière fois. Moi, ça, perso, j'aurais presque envie de les compter comme des passes D, parce que c'est tellement beau et c'est tellement une passe, tu vois. Moi, ces trucs-là, j'adore. Et moi, ça me dérangerait pas que ça soit coté comme une passe D, parce que moi, je vois ça comme ça, perso. Soyons généreux. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment un truc qu'il faut souligner, c'est qu'il fait beaucoup de passes décisives, mais il y a quand même un schéma qui se répète, c'est qu'il y a une qualité de centre. C'est ça qui était fort en fait avec Jérôme Rotten, c'est que c'était quelqu'un qui n'avait pas non plus une énorme pointe de vitesse, qui n'avait pas une qualité de dribble absolument délirante. C'est pas lui qui allait, tu vois, c'était pas un Ribéry par exemple dans le style ailier virevoltant sur son côté. Lui, il avait vraiment ce côté ailier très classique. Et il avait une telle qualité de centre et une telle vision de jeu que même sans déborder, il arrivait à trouver le petit espace pour centrer. Et ses centres, à chaque fois, c'était millimétré. Quoi. Mais toute proportion gardée, ça fait penser un peu à Beckham, mais de l'autre côté. C'est vrai, par contre, au niveau des qualités de base, tu vois, après, tranquille. Je dis pas que c'est le même niveau mais dans que le Beckham, registre de jeu, tu as totalement raison. Ça se ressemble au final. Tu vois, tu as tout dit. Pas ultra rapide pour faire des diffs balles au pied, mais pas besoin de déborder son défenseur ou quoi pour centrer une patte de fou, quoi. Donc, c'est déjà pas mal. Hein. C'est sûr. Ouais. Tout part de la qualité de passe et de la vista au final et du tempo. Et c'est là où franchement chapeau, parce que quand tu joues sur l'aile et que tu as ces qualités-là, je sais pas si ça fonctionnerait aujourd'hui, parce que on en voit de moins en moins. Aujourd'hui, on n'est plus sur le même profil d'ailier. Faut cavaler sur le côté. C'est ça. Mais en tout cas pour l'époque. Il faisait un bien fou. Alors, on n'a pas de Parisien autour de la table pour parler de son passage à Paris, mais en tout cas, à Monaco, il a amené un vrai quelque chose. Et son duo avec Evra, qui était arrivé à l'intersaison de cette année-là, 2002-2003, a aussi été un duo, je pense, sur le côté latéral ailier. Je dis pas que c'est ce qui se fait de mieux sur les 20 dernières années, mais à gauche, on en a rarement vu. Je peux pas en citer 5 ou 10 de meilleurs que ce duo-là. En France, tu as eu Abid El-Malouda, je pense. Ouais. Fort. Et après, justement, je pense que les deux, ils ont eu cette concurrence-là pour le DF, quoi. Le côté gauche, Duo Santos, Rudis Cassel, on en parle. Tu vois, tu me dis ça, mais on a eu pire. Moi, j'en ai des Krupovieza. Pas mal. Un Krupovieza, c'était incroyable. Koji Nakata, là, avec ses passes dans le dribbleur invisible. 80% de tout ce qui est passé à gauche à l'Olympique de Marseille depuis 20 ans est absolument catastrophique. Petite mention Taforo Hazard, on nous dit Ludovic là sur le chat, je suis d'accord. Ah oui, effectivement. Moins iconique Taforo, mais sur les saisons qu'il a faites, c'est pareil, des joueurs qu'on a un petit peu oubliés, mais qui ont fait un boulot monstre dans la construction du palmarès de leurs équipes récentes. Est-ce que, messieurs, petit résultat de sondage juste avant sur ces passes décisives, le chat à l'unanimité, hein, quasiment 83% a voté pour 17, pas 18. Voilà. Bon, on va passer à Maria. On a un chat sans petit, les gars. Ils sont justes. Et donc, le deuxième concurrent de ce mini-concours du meilleur passeur des 20 dernières années, Angel Di Maria, saison 2015-2016. Lui aussi, première année où il arrivait au Paris Saint-Germain. Il sortait d'une année un peu compliquée à United.
blessures, homejacking, sentiment un peu réciproque avec United que l'un et l'autre ne s'aiment pas assez ou ne s'aiment pas vraiment comme ils devraient s'aimer. Bref, une union qui dure une seule année et Di Maria débarque au PSG. Il débarque titulaire indiscutable dans l'un des plus gros Paris Saint-Germain de ces 10 dernières années, soyons très honnêtes, celui de Laurent Blanc. Bon, voilà, il y a des chiffres, hein, 18 passes décisives, 10 buts, Zlatan en aura claqué 38, Cavani 19, ils peuvent remercier Di Maria. Un autre record, 3 passes décisives dans le même match, contre Lyon, au Parc, donc en plus pas dans n'importe quel match. 5 matchs consécutifs avec 1 à 2 passes décisives. C'était en fin de saison de cette année 2015-2016. Est-ce que, du coup, si je devais faire l'avocat de la défense pour Jérôme Roten, est-ce que ce Paris Saint-Germain-là n'était pas si grand que c'en était trop facile pour un buteur de la classe d'Angel Di Maria? Quoi qu'il en soit, cette saison-là, en termes purement statistiques, mais aussi en termes d'apport dans un collectif sur une première année, bah, on a quand même rarement vu ça en Ligue 1. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, moi, j'ai jamais non plus trouvé Angel Di Maria très rapide. Tout ce qu'il peut faire avec son pied gauche en termes de passes, c'est généralement des choses assez géniales. C'était pas un grand sprinter, mais attention quand même, hein, il a vu son accélération et c'était un gros dribbleur quand même un peu, hein, quand même un peu. Ouais. Par rapport à Roten, on va dire qu'il est rapide, quoi. Mais je suis d'accord par contre sur ce côté. Est-ce que ce nombre de stats n'est pas à nuancer du fait d'avoir des finisseurs de malades, d'avoir un collectif de malades. Voilà, c'est quand même plus facile de voir ces passes converties en tant que passe décisive quand tes buteurs s'appellent Cavani, Zlatan Ibrahimovic et compagnie. Bon, après, on l'a dit tout à l'heure, hein, Dado Percho, Shabani Londa ou même Ludo Giuli, ils n'étaient pas en reste non plus, hein, c'était pas des peintres, très loin de là. Mais Monaco n'était pas, et surtout on parle du Monaco 2002-2003, pas 2003-2004 où là tu as vraiment une équipe absolument délirante d'un point de vue collectif, ils avaient vraiment élevé le niveau. Là tu n'as pas une équipe dominante dans son championnat. Tu vois, donc c'est vrai qu'on peut peut-être enlever une passive à Roten, mais on peut peut-être aussi nuancer ce nombre pour Angel Di Maria. Il y a un vrai débat. Après, d'un autre côté, et après je vous laisse vraiment en débattre, le nombre de passes à plus de 2 chiffres de Jérôme Roten, donc il en a fait 18 sur une saison, il en fera 13 justement l'année d'après, celle dont tu parlais, Alex. Et après, il ne sera plus ce passeur génial, il sera toujours un passeur génial, mais statistiquement parlant, il ne refera plus jamais de saison à 10, 12, 15, 20 passes décisives. Angel Di Maria, bon, c'est le meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain, avec 112 passes décisives, si je ne dis pas de bêtises, les Parisiens dans le chat confirmeront ou taperont sur les doigts. On est quand même sur quelqu'un dont la régularité dans la passe est un poil plus... il est beaucoup plus régulier. Année après année, tu savais que c'était un mec qui allait te faire 15 galettes en Ligue 1, plus X en Ligue des Champions et Coupe de France, Coupe de la Ligue. Ouais, mais toujours à nuancer avec l'équipe, tu vois. Par exemple, Roten au PSG, quand tu vois, il était vraiment dans les années galères du PSG, bah, c'est compliqué d'avoir un énorme compteur passe décisive à la fin de la saison, quoi. Quand t'as Mevlut Terzi qui te loupe des occasions de fou, par exemple, bon, forcément, ça se ressent. Hein. Il y a aussi ça. Quand Zlatan en claque 38 sur l'année de Ligue 1, bon, déjà le chiffre, moi je m'en souvenais plus, il m'a frappé plein visage, 38 buts. Je crois qu'on se rend pas compte. C'est énorme. C'est absurde. Et sur les 38, bon, le mec lui met 10 galettes quand même, donc, et l'autre ne les rate pas. T'as raison, c'est là où t'as raison, Alex, c'est que pour le coup, quand on a un ballon comme ça dans la petite surface de réparation qui arrive sur Zlatan, généralement, ça fait mouche. Après, pour juste si je peux ajouter quelque chose, pour aller un peu dans le sens peut-être de Di Maria, c'est que pour le coup, lui pouvait faire plus de différence balle au pied.
Du coup, il avait peut-être un peu plus d'armes, tu vois, en 1 contre 1 et tout, c'est quand même déroutant, c'est pas simple à prendre, Di Maria, donc il pouvait, tu vois, faire la diff et du coup, s'offrir plus peut-être de passes D, parce que forcément, il avait cette capacité à éliminer qu'avait peut-être moins Jérôme Rotten. Donc voilà, mais Jérôme Rotten, en vrai, c'est flippant, le nombre de passes D et tout qu'il était capable de faire, sans les qualités forcément d'un Di Maria, tu vois, et en jouant sur le côté, sans être capable vraiment, je dis pas qu'il pouvait pas éliminer, mais ça restait assez limité, quoi. Donc c'est là où c'est très fort, par contre. Oui, c'est sûr qu'après, Voilà au pour global, Di Maria est un meilleur joueur de football. Après, ça c'est clair qu'en termes de Oui, talent, bon, ça c'est même on pas ne vraiment conteste pas. discutable, hein. Sans vouloir faire offense à Jérôme Bretagne, qui était un excellent joueur également, mais Di Maria, c'était quand même une classe au-dessus. L'idée était plutôt d'opposer deux saisons qui ne se ressemblent pas sur deux joueurs qui, pour le coup, eux, ont des compétences plutôt similaires et qui, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, sont encore titulaires du record, détiennent le record de 18, et je suis désolé, dans les livres d'histoire, c'est 18 passes décisives pour Maria et pour Jérôme Rotten, record à Ça va battre. Pour le peut-être sauter cette année, hein. C'est possible. Ah oui, c'est ça vrai qu'on part est fort. parti sur des beaux standards. Ça part fort. Et moi, ça me Faudra revoir après déplairait la pas, CDM. parce que il y a un petit joueur que j'aime bien, ça me déplairait pas. Qui ça, TJ Savanier? Ouais, c'est un joueur que j'aime beaucoup, Savanier, hein. Ça pue le foot, hein. Tranquille, on respecte ici, hein. Mais c'est marrant, On a tu un vois, petit moi, pour sondage là moi, qui a été fait et qui vient d'être terminé. Qui est pour vous le meilleur passeur donc entre les deux dans cette Ligue 1? Et on est quand même sur un bon 70% pour André Di Maria, hein. La nuance, il jouait dans un club où c'est plus facile, tout ça, rien à foutre, hein. Là, le score est sans appel, hein. Eh bien, félicitations, André. Je me déplacerai moi-même à Turin pour lui amener un trophée honorifique dans les prochains jours. On fera La une petite galette vidéo. d'or. Ouais, il faudrait imaginer ça. Si on avait un peu de budget, si tu prenais moins de budget, Alex, on pourrait créer des trophées. Ah Ça bah va lui oui, bien sûr, remonter le ça va moral, être de je ma pense, faute en ce, plus, ce ça. trophée. Il en a besoin en ce moment. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Non, mais en tout cas, t'es bien sympa ce petit clash de légendes là, très très sympa. Moi, j'ai bien aimé. Roten a joué chez Monaco, finaliste Champions League. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'était la saison juste après où il finit à 13 passes décisives, hein, c'est ça? Max? C'est effectivement ça, ouais. Il y avait Morientes Sur- et tout en plus devant. Ils avaient une attaque. Ah, C'était trop. n'importe quoi. Ah oui, le Monaco Ouais, il y a des 2003-2004 très très est belle incroyable. épopée. La On dynamique t'a pas trop était. entendu, Adri, du coup, toi, t'as une préférence pour l'un des deux? Non, mais pour moi, Jérôme Rotten, enfin, on parle aussi, on a parlé tout à l'heure de vécu des Nantais en équipe de France, pareil, une époque où il y avait de la concurrence et tout, mais par contre, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a été pendant très très longtemps, tu vois, le dernier buteur sur coup franc contre les îles Féroé. À chaque fois qu'il y avait un coup franc pour les Bleus, je sais pas si vous vous souvenez, à Ah chaque ouais, fois le tu nous commentateur disait ressors les attention, trucs là. est-ce qu'il va succéder à Jérôme Rotten? Et j'ai l'impression que c'est resté pendant 6 ou 7 ans, je sais pas qui lui a succédé, est-ce que c'est un Griezmann, un Ribéry ou quoi, mais j'ai l'impression que tu vois, c'est resté pendant une éternité ce but. Payet aussi, peut-être. C'est pas Peut-être Payet contre Payet. le. C'est Peut-être pas d'ailleurs dépend comment le ça meilleur se passe passeur de contre- l'histoire de la Ligue 1. Ouais, je crois, Oui, c'est fort possible. Ouais, il a ouais, dépassé je les. Je vais te confirmer ça dans 2 minutes. Mais Sur le ouais, chat, c'est on confirme, effectivement. hein. Il y a Ah là, Couters qui sur confirme la- direct. Alors après, voilà, si tu veux refaire un débat au nombre de saisons jouées, dans un ratio saison jouée, nombre de passes, je pense que Di Maria devant Payet. Ah oui, C'est fort possible, oui. oui, oui. Bon, ça, Possible, Di bien Maria sûr. doit avoir le meilleur ratio, ouais, c'est clair. Oui, oui. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça sera pour un autre Euh, chat. On arrive à la moitié de cette émission. Je vois qu'il y a pas mal de monde aujourd'hui, ça fait plaisir. Si vous kiffez, pensez bien à follow la chaîne, bien sûr, hein, le petit cœur là, juste en dessous, pour ne pas manquer les prochaines émissions, les prochains League of Legends. Ça, on se retrouve une fois par mois, des fois deux, si possible, et tous les autres programmes évidemment de la Ligue 1 Uber Eats, tous les mercredis sur cette chaîne Twitch. Sujet suivant, on le disait, on est obligé, même si bon voilà, ça fait une bonne grosse semaine que ça a été discerné. On est obligé de lui rendre hommage. Karim Benzema. C'est pas tous les jours qu'il y a un Français BO en plus, on peut en profiter un peu.
Exactement, exactement. Un Français a remporté le Ballon d'Or. On est sur League of Legends. On est obligé de lui rendre hommage. Et pour l'occasion, on s'est dit qu'on allait vous faire revivre en fait ses premières saisons avec l'Olympique Lyonnais en images, tout simplement. C'est ça. L'idée, c'était de revenir sur l'ancien Karim Benzema, qui n'était pas encore KB9, qui était plutôt KB19 ou KB10 à un moment donné à l'Olympique Lyonnais. Ce qui est drôle, c'est que quand j'ai créé un petit peu ce sujet-là, j'ai revu pas mal de parallèles avec un autre sujet qu'on a fait il y a 2 émissions, et pas si longtemps que ça, le sujet Lacazette. Et en fait, j'ai l'impression que Benzema a fait 5 ans avant Lacazette, tout mieux que Lacazette, mais sur les mêmes types, sans évidemment, Déjà que sans- Braque nous l'avait défoncé, le Lacazette, lors de cette Non, mais émission. je veux Toi, pas tu viens faire le cercueil, toi. Aïe, aïe, aïe. dans le sens où il y a de la concurrence, dans le sens où il a commencé sur un côté, dans le sens où il a commencé passeur. Voilà, c'était plutôt dans ce sens-là. Et en termes de précocité. Mais pour refaire un rapide flashback pendant que les buts défilent, saison 2004-2005, en U19, Benzema est à 12 buts en 19 matchs ou en 18 matchs du 19. Paul Le Guen va le lancer dans le grand bain, en profite pour le lancer dans le grand bain. Ça sera l'un de ses premiers et seuls matchs pendant longtemps. On est sur un Olympique Lyonnais, il faut se remettre dans le contexte, qui domine déjà la Ligue 1, où il y a une vraie concurrence, un vrai savoir-faire devant, des vrais joueurs inamovibles. Et sur son premier ballon, quand il rentre, eh bien Karim Benzema va faire sa première passe décisive. Et on voit là, malgré tout, quand même, la précocité du garçon. C'est une passe décisive pour Brian Bergogneau, si je ne dis pas de bêtises. Oh, Brian Bergogneau. Et il avait déjà petit fait un espoir à petit peu l'époque. ça. Hein. Ouais. Franchement, alors il faisait partie avec Jérémy Clément, avec Ben Arfa, avec toute cette génération, ouais. Cette génération-là. Là, son premier but là contre Ajaccio, le premier but qu'il a mis en Ligue 1. Bon voilà, il remonte tout le terrain, 1-2, c'est clinique, et c'est des choses qu'on revoit un peu moins maintenant, dans le sens où au Real, il n'a plus la possibilité de faire ce genre de chevauché-là. Mais à l'époque, en termes de chevauché, c'était pas rare de le voir démarrer côté gauche et de le voir soit combiner, soit rentrer et enchaîner par généralement une frappe qui fait mouche. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi quand je... Moi, je me suis refait tous ces buts. Hein. Je me suis fait plaisir, je me suis refait ces 45 buts. Ces 45 buts en préparant le sujet, ça c'est le second. C'est 45 buts en combien de matchs à l'époque, si tu as la stat Si j'ai la stat, alors en Ligue 1, ah bah ouais. c'est voilà, 112 matchs, 43 buts, 23 passes décisives. Ouais, c'est propre, hein. Palmarès complet, 4 fois champion de France consécutive, 2 trophées des champions. 2008, sa meilleure année, 20 buts, 9 passes. Son avant-dernière année en Ligue 1. Et il conclura du coup en 2008-2009 par une saison à 17 buts. Sur lequel, bon, pour le coup, il partira en fin de saison pour le Real. Et ce qu'on peut... Alors peut-être, avant que je poursuive, je ne sais pas si vous vous souvenez des premiers matchs. Ouais, bro, je sais pas si t'as des souvenirs de Benzema ou ta première impression quand tu l'as vu jouer, tu t'imaginais vraiment que ça allait devenir un monstre pareil, sincèrement? Sincèrement, alors tu peux te tromper, voilà, quand on parle foot, des fois on se projette sur des jeunes joueurs, des Normal. fois on se trompe, des fois on a raison. Benzema, j'ai jamais douté, j'ai toujours trouvé qu'il était au-dessus du lot. Même quand il a eu ses périodes orales, c'était plus compliqué, parce qu'en fait, ce que j'avais vu avant de lui, et notamment à Lyon, je trouvais qu'il avait un mental de fou déjà pour son jeune âge. On l'avait vu en Ligue des Champions, on l'avait vu avec le coup franc, je crois, contre Saint-Etienne à la fin, où il prend ses responsabilités. Enfin, et puis après, techniquement, ça, il n'y avait aucun doute. On le voyait, il était au-dessus du lot, il avait quand même du sang-froid déjà pour son jeune âge. Et moi, je trouvais qu'il avait déjà mentalement, en fait, il était prêt à y armer. Donc, c'est pour ça que même quand ça a été un peu compliqué au début au Real et tout, je m'en suis pas fait plus que ça pour lui. Je savais qu'à un moment donné, ça allait payer et ça allait marcher pour lui, parce que le mec, il a tout
C'est un génie, le mec. Il avait la vision de jeu, il était très jeune, la finition, le sang-froid. Et il le dit, quand tu le vois jouer, de toute façon, il a toujours dit que ses deux joueurs préférés, c'était Zidane et R9. Et c'est vrai que tu as l'impression que c'est le mélange entre les deux, ça. C'est vraiment un mix des deux. Il a de la créativité et tout, un peu comme Zidane, la qualité de passe. Il voit trop bien le jeu. Il a des moves aussi à la R9, etc. Et il sait tout faire, ce mec-là. Quand tu le regardes aujourd'hui, et même déjà à l'époque, je trouve que c'était flippant. Il y avait quand même peu de déchets. Tu vois, souvent, il prenait la bonne décision. C'était pas aussi parfait que maintenant. Maintenant, c'est n'importe quoi. Il perd quasi jamais une balle. C'est tout le temps la bonne décision. Mais voilà, c'est tu plus le même le voyais, joueur. c'était souvent très juste. Il avait un temps d'avance. Tu vois, il arrivait à très bien lire le jeu. Donc, c'est pour ça que tout ça réuni. Et quand la tête suit, et vu que moi, bon, je trouvais qu'il avait déjà beaucoup de mental, bah, j'avais pas trop de doutes sur la suite de sa carrière et qu'il ferait une très grande carrière. Alors, peut-être pas jusqu'à gagner 150 Ligues des Champions, le Mais même BO, un tout ça, ballon tu d'or, vois. tu vois. Est-ce que moi personnellement, j'ai aucune honte à le dire, j'aurais jamais imaginé quand je vois ce Benzema là, je l'aurais jamais imaginé gagner le ballon d'or. Le voir faire une grosse carrière, aucun problème parce que le talent était assez évident, mais l'évolution qu'il a, moi je trouve qu'elle est quand même au-dessus de ce qu'on pouvait imaginer dès le début quand même, hein. Moi, je Franchement. trouve quand même il était très précoce, hein. Franchement, quand tu revois ça Ah et tout, oui. moi j'ai des souvenirs. Moi, quand je le voyais, enfin, j'ai un souvenir, mais en tout cas, il me bluffait. Moi, je me disais, il a quand même un truc très très spécial, tu vois, comparé à d'autres. Donc, en tout cas, il avait, tu sais, tout était réuni pour potentiellement faire une grande carrière. Après, bah, souvent, ça fait juste une bonne carrière ou une très bonne carrière, tu vois. Donc, c'est là où c'est lui qui a tout fait pour faire cette grande carrière derrière, avec le sérieux qu'on lui connaît par la suite et tout. Mais honnêtement, il avait quand même quelque chose en plus, moi, je trouve. Je Après, suis tu d'accord parlais du je suis d'accord avec toi. Juste avant que tu reprennes Max, il y a peu de jeunes joueurs qui m'ont fait vraiment peur Ah ouais. en tant que suiveur de Bordeaux au stade. Je crois qu'il y a lui, il y a Eden Hazard. Mais tu vois, vraiment, je me dis, putain, mais ce gamin, qu'est-ce qu'il nous fait comme boulot? Et en plus, à l'époque, tu vois, Lyon en prime time, Ligue des Champions, enfin, le souvenir que j'en ai, c'est son but contre le Manchester United de Sir Alex, où il fait un espèce de feinte contre Vidic. À l'époque, Vidic, c'était un monstre et réussit à vraiment à le passer, à marquer vraiment un but techniquement qui est de très très haut niveau. Et moi, j'avais souvenir de ce gamin en me disant, mais ah ouais, ok, là, ça va aller très vite, très haut. Et je n'étais pas surpris qu'il parte au Real. Enfin, je savais qu'à l'époque, c'était entre Manchester et Real. C'est vrai que pour lui, il n'y Mm. avait pas, tu vois, besoin pour d'autres jeunes d'une étape entre guillemets intermédiaire. Lui, il pouvait toucher directement le très très haut niveau, quoi. Ah oui, non, mais qu'on puisse voir de suite sa capacité à aller au niveau, ça, il y avait pas de souci. J'en reviens vraiment sur cette histoire de ballon d'or. D'ailleurs, sur le chat, la plupart sont assez d'accord avec ça, hein. Dazoui qui nous dit, à part à Lyon, personne croyait vraiment à qui pouvait gagner un ballon d'or. Il y en avait un autre qui nous disait, j'en voyais au moins 10 autres capables de gagner un ballon d'or avant lui. Et surtout qu'en plus, à ce moment-là, le grand talent qui sort en même temps, c'est Hatem. C'est Ben Arfa qui te fait rêver. Et c'est Ben Arfa où tu te dis, waouh, là, il y a vraiment un potentiel ballon d'or. Tu vois. Ouais. C'était vraiment ça, hein. Moi, perso, je pour suis le pas complet. Ah, excuse, vas-y. Non, mais pour le coup, et pour reprendre un peu ce que tu as dit juste avant, Bruce, pour compléter ce que tu dis, Alex, c'est très vrai dans le sens où à Lyon, depuis que les deux ont 15 ans, il y en avait un qui était prédestiné à aller vraiment immensément haut et à régaler les foules et à être un génie ultime, c'était Ben Arfa. Et à côté de ça, tu avais le grand talent à polir, peut-être un peu plus taiseux, un peu moins emmerdant aussi à gérer, hein, il faut le dire, qui était Benzema, mais qui était plutôt axé et focus travail. Et Ouais. la différence qu'a fait, qui s'est très très vite faite, même quand on revoit ces images-là, donc là on est sur leur respective 2 et 3e saison de Ligue 1, hein, on n'est pas sur des joueurs de 25 ans. Déjà Bien à sûr. ce moment-là, la différence est faite côté Benzema par rapport à Ben Arfa, par rapport au talent. Alors forcément, Ben Arfa, il a toujours eu ces fulgurances-là, il les a depuis qu'il a 12 ans, il en a encore fait à Bordeaux quand il avait 35 ans. Il aura toujours des fulgurances de folie et la capacité à te faire lever une foule. Par contre, et là où je rebondis sur ce que vous avez dit tous les trois, à 20 ans, faire ce que fait Benzema en termes de pragmatisme devant le but, en termes de Ouais. justesse de décision, en termes de, tu vois, de toujours faire le bon geste juste, bah forcément, ça déclassait comme un peu à thème. Et Ah bah oui. on en parlait.
part. À thème, il part vite de Lyon. Et s'il part vite de Lyon, c'est aussi parce que Benzema explose. Donc la trajectoire des deux, leur histoire, elle est un peu commune dès le démarrage de toute façon, mais on fera la comparaison de leur vie, parce qu'ils ont grandi ensemble. Mais il faut pas non plus oublier que quand Ben Arfa faisait des misères avec l'équipe de France U15, U16, U17, avec Nasri, Menez, etc., Benzema, il n'était pas en équipe de France à ce moment-là. Benzema, il était à Lyon, il bossait, il faisait les tournois avec le club, avec les U15, les U16, les U17 de Lyon. Et c'est qu'au moment du championnat d'Europe que René Girard repère Benzema sur le tournoi de Montaigu et dit « Intègre le gamin, intègre-le en 18e homme, voilà ». Mais avant ça, il y en a quasiment que pour Athème. Et ok, aujourd'hui, c'est plus facile pour les Lyonnais de dire « On a toujours cru au Ballon d'Or de Benzema », mais personne ne croyait au Ballon d'Or de Benzema. Même lui, peut-être. Mais à part ça, même sans remonter aussi loin, Benzema, même quand il gagne les 3 Ligues des Champions d'affilée, t'en parles pas pour le Ballon d'Or. L'évolution qu'il a sur ces dernières saisons, elle est exceptionnelle. On n'a jamais vu un joueur avoir une évolution pareille à plus de 30 ans. Je veux dire, vraiment, et encore une fois, c'est absolument pas une critique. Au contraire, je suis admiratif de voir qu'on peut autant élever son niveau de jeu avec le travail, avec l'intelligence de jeu, faire des stats tout en étant collectif. Mais vraiment, l'évolution pour moi de Benzema est légendaire. Alors sans dire non plus que c'était un petit joueur sympa au début et qui a une évolution sortie nulle part, c'était un crack. C'est ça, je le remets pas en question. Mais vraiment, le destin qu'il a aujourd'hui, il est exceptionnel. Pour moi, il n'était pas programmé pour le Ballon d'Or. Je pense vraiment que Cristiano l'a fait progresser, c'est une certitude. Il n'aurait pas gagné tout ce qu'il a gagné. Il ne serait pas aussi fort aujourd'hui s'il n'avait pas côtoyé Cristiano au Real. Mais je pense vraiment, et on l'a vu depuis que Cristiano est parti, Benzema, c'était pour le bien de l'équipe. Il le dit tout le temps et on le voit sur le terrain. C'est tout sauf un joueur égoïste. Il fait ce dont l'équipe a besoin. Et quand tu avais Cristiano Ronaldo, qui est une machine à but et tout, il se mettait un peu en retrait, il profitait à l'équipe, etc. Voilà, il faisait ses stats. Mais c'était pas aussi, il marquait pas autant, par exemple, que l'année passée, tu vois. Et du coup, je pense que cette version de Benzema, on l'aurait vu déjà plus tôt, si c'était l'option numéro 1 devant et qu'il n'y avait pas eu Cristiano Ronaldo. Parce que dès que Cristiano est parti, il est prêt depuis longtemps, en fait, je pense, Benzema. C'est juste que tu es à côté de Cristiano, forcément, tu sais que Cristiano sera l'option numéro 1. Et c'est ça. Et en fait, Ben Arfa, pour revenir à la comparaison, c'est que Ben Arfa, je pense, c'est surtout que c'était toujours très spectaculaire. Donc les gens, ils restaient là-dessus. Oh, la percée, c'est vrai que c'était spectaculaire, Ben Arfa, mais c'était des coups d'éclat. Alors que Benzema, si tu regardais des matchs entiers, etc., en termes de vision de jeu, intelligence de jeu et sur tout le reste, le sang-froid devant le but, pour moi, tu voyais qu'il y avait un temps d'avance. C'est surtout que Ben Arfa, quand il mettait un but où il faisait des percées, c'est sûr, c'est impressionnant. Parce qu'on sait qu'il y a peu de joueurs capables de faire ça, mais c'est sûr que ça, tu ne vas pas pouvoir le faire tout le temps. Tu vas pouvoir le faire que de temps en temps, mais dans le reste, on va dire, dans le reste du jeu, Benzema, pour moi, était déjà en avance sur un Ben Arfa, quoi. Ouais. Et au Portugal, on a eu exactement le même cas avec Ronaldo et Quaresma. Les deux sortent du centre de formation en même temps. Les deux sont des petits génies, les deux sont très doués. Mais le grand espoir qui était censé aller choper un ballon d'or, c'était Quaresma. Sauf que lui, il n'a pas toujours filé droit, contrairement à Ronaldo qui a bossé comme un malade mental, en plus de son talent inné, et qui lui, du coup, a fait la carrière qu'on connaît. On a eu vraiment exactement la même situation. C'est assez marrant comme parallèle. Son évolution, c'est une anomalie, on nous dit carrément sur le chat. J'aurais peut-être pas à dire une anomalie. C'est une anomalie, pour peut-être moi. Pas exagéré. C'est tout sauf une anomalie. C'est que de l'anticipation. Et il y a de nombreux journalistes lyonnais, quand j'ai pu travailler autour de la génération 87, qui, sur Benzema, m'ont dit, on l'a vu sur des images, il avait un profil extrêmement fait de chevaucher, un peu danseuse, etc. Et quand il arrive au Real, ses nombreuses blessures et le fait qu'il ait moins de temps de jeu font que lui-même se remet en question, prend en muscle, perd un peu ce côté agilité, qu'il a toujours gardé parce que c'est inné chez lui. Mais il a la puissance. Mais prendre de la puissance, prendre de la masse musculaire, arrêter de se faire bouger dans les duels avec par les grands Espagnols d'1m90. Et en fait, ça résume toute la carrière de Benzema. C'est-à-dire qu'à 15 ans, il a travaillé et il disait à ses copains en équipe de France U17, j'irai plus loin que vous, je ferai une meilleure carrière que Ben Arfa, j'irai au-devant d'eux. Il avait déjà anticipé et il bossait pour.
quand il arrive au Real, il voit bien qu'avec Higuaín, bon, c'est compliqué et que bon, il va falloir travailler et que il va pas pouvoir garder ce style danseuse à 30-35 ans. Donc, il change un peu de morphotype. Et en fait, pour moi, c'est pas une anomalie. C'est juste que ce mec-là a imaginé sa trajectoire jusqu'à ses 35 ans, a planifié minutieusement tout son travail, parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, mais c'est l'un des immenses et plus gros bosseurs du football actuel et sur ces 10 dernières années en France, voire même en Europe. Et pour moi, c'est plus le côté prophétie du mec qui s'est retrouvé là au bon endroit, au bon moment quand Ronaldo est arrivé et qui a pu pleinement réussir ce qu'il a toujours voulu entreprendre, plus qu'une anomalie. Une anomalie, ça voudrait dire qu'il y a eu un coup de chat qui sort de nulle part. Là, c'est dur, Ouais. Et tu le vois, on peut pas moi, suivre. l'un des trucs au-delà du joueur ultra complet que c'est maintenant, la machine que c'est, là où c'est flippant avec lui, c'est qu'il avait déjà gagné énormément de choses. Il aurait pu peut-être moins se prendre la tête, être rassasié. Mais putain, depuis quelques années, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde de la tête, alors qu'avant, c'était l'un de ses points faibles limites. Tu sais, il n'était pas ultra fort de la tête, mais il a développé ça, il a continué à bosser ça, et c'est devenu un des joueurs les plus dangereux de la tête aujourd'hui. C'est flippant, le mec, à son âge, de continuer à progresser comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que je dis Cristiano lui a servi là-dessus aussi, sur la rigueur, le travail, tout, tu vois. C'est sûr qu'il a appris aussi de lui. Mais franchement, c'est bluffant. Et c'est pour ça que c'est pas une anomalie. C'est donner les moyens, parce que comme tu l'as dit, c'est un bosseur de fou, et ça se voit, ça se voit. Il y a aussi quelque chose, je pense qui a pu aider Benzema, et en fait ça a été peut-être un mal pour un bien, mais c'est vrai qu'en étant à côté de l'équipe de France pendant 5 ans, il a quand même pu se reposer. D'un point de vue physique, je pense que ça l'a préservé, parce que pour être encore au top à son âge, après avoir tout enchaîné, quand même chapeau. Et puis mine de rien, en termes de motivation, enfin, je sais pas si on s'imagine, mais pendant 10 jours, il voyait tous ses copains, tous ses coéquipiers partir en sélection, et il restait là avec les 2-3 jeunes de la Castilla. Il devait peaufiner, bosser. Franchement, je pense qu'aussi, en termes de mental, ça l'a forgé post-Lyon. Après, pour revenir, je pense que ta question à la base sur le Ballon d'Or, Alex, elle est intéressante, parce que, évidemment, moi, je pense qu'il y avait le produit pour être un Ballon d'Or, mais après, on sait ce qui s'est passé, hein. Messi, Cristiano, de Kaka, Modric, c'est quand même passé une dizaine d'années où c'était super dur d'aller les chercher. Et c'est vrai que on a oublié, tu vois, on avait toute une génération de joueurs, Schneider, Ribéry, Iniesta, etc. Tu pensais même plus aux autres joueurs pour le BO. C'est ça, c'est qu'il y avait tellement cette compétition-là. Mais voilà, Benzema a pris le temps, il n'a jamais dévié. Enfin, quand t'as parlé de prophétie aussi, petit, il disait le Ballon d'Or, c'était un de mes objectifs, quoi. Et pour le coup, on sait qu'il y en a pour qui c'est loufoque. Lui, pour le coup, on peut se dire avec du recul, c'était de la détermination plus que vraiment pour faire marrer les copains, quoi. On lui a mis tous les plus gros neufs de l'époque, il les a mis sur le banc un par un, tous les meilleurs coachs, et les a rendus amoureux de son jeu et de son leadership, niveau de jeu, simplicité, fair play et humilité, une carrière monumentale, et en plus dans une époque avec les deux GOAT, Messi, CR7, incroyable. C'est ce que nous dit Merci sur le Prime. Merci pour le Prime sur le chat, c'est son pseudo. L'un des rares neufs compatibles avec CR7 aussi, je pense, c'était le neuf le plus complémentaire pour un CR7, parce que c'était tout sauf un égoïste, et en plus de ça, il pressait un peu, etc. Tu vois, il a toujours fait ça, Benzema. Du coup, ça a aidé aussi, parce qu'on parle beaucoup que Cristiano lui a servi, mais il a rendu aussi 2-3 services, je pense, à Cristiano. Cristiano était bien content d'avoir un Benzema à côté, tu vois. Ah, mais c'était un vrai duo, hein. Les deux se rendaient bien l'appareil, hein, très très clairement. Mais voilà, je trouve que c'était bien résumé de la part du chat. Donc voilà, je pense qu'on va terminer cette chronique sur ces belles paroles. Mais on reste du côté de Lyon, Adri, puisque tu penses à un Lyonnais de la même époque en plus. Exactement, voilà, pour faire un petit je pense aujourd'hui, un joueur de l'ombre, un milieu élégant, quelqu'un de très beau, très sympa à avoir joué. Thiago Mendes, on va dire Thiago Mendes le vrai, désolé pour notre ami lyonnais, mais là pour le coup la comparaison elle va avoir lieu, et voilà, on parle d'un des grands milieux de ce fameux entrejeu lyonnais où à l'époque voilà, tu savais que tu allais affronter cette équipe, et nous tous autour, de supporters nantais, niçois, marseillais, bordelais, on savait que malheureusement on allait se faire un peu tabasser, prendre une petite raclée, et c'est vrai que ce milieu de terrain qui nous roulait dessus, c'était injouable. On y pense quand même, à l'époque il y avait Diarra, Juninho, Essien, l'OL consent à laisser partir Essien à Chelsea pour 38 millions d'euros. Essien, c'était n'importe quoi. Voilà, Essien, tu vois, on l'a déjà à fait. Cette époque, c'était un scandale. C'était un scandale, il était beaucoup trop fort. Il était complet de fou, il avait une densité physique, c'était dingue. Et c'est marrant que du coup, tu vas chercher Thiago qui a des qualités totalement différentes pour lui succéder. C'est ça.
C'est ça, tu vas chercher pas du tout le même profil, mais pour l'équilibre finalement, pour correspondre à ce que cherchait le coach de l'OL à l'époque, c'était parfait parce que Thiago, ça se complétait parfaitement. D'abord avec Diarra, puis la saison d'après avec Toulalan. D'ailleurs, Thiago, il y a un parcours qui est intéressant. On rappelle un joueur qui a été repéré à Braga par Benfica, et en fait, il aurait dû partir en Première Ligue, mais d'abord Arsenal. C'est Grimandi et Wenger qui avaient vraiment flashé sur lui pour remplacer un certain Patrick Vieira. Donc voilà, déjà, là, encore, franchement, on est en train de parler de beaucoup de très très bons milieux de terrain des années 2000. Oui, ça va, Donc c'est voilà, pas mal, il y a pire. Là, on est sur du beau monde, et Vieira finit par prolonger Arsenal, mais c'est Chelsea et un certain José Mourinho qui le connaissait bien à l'époque dans le championnat portugais du côté de Porto, qui l'emmène dans ses valises pour cette première saison en PL. Thiago finalement ne fera qu'une saison à Chelsea. C'est vrai que moi j'avais cru, tu vois, avec du recul, il en avait fait un peu plus, mais non, c'est qu'une seule bonne saison. Les supporters sont un peu déçus de ne pas le garder, mais bon, on le dit dans l'espèce d'échange. Il y a Essien qui arrive, donc forcément, voilà, on est sur une très très bonne recrue pour pallier ce départ. Mais quoi qu'il arrive, Thiago débarque donc à Lyon, et voilà, en fait, les repères ne vont pas beaucoup bouger. C'est le joueur qu'on a bien connu, qui va pendant 2 saisons, voilà, il n'est resté que 2 saisons, mais pareil, en fait, Thiago, des fois, il y a des passages qui sont courts, mais ils sont tellement marquants que tu as l'impression que c'est quelqu'un qui faisait partie des anciens des cadres des meubles. Et voilà, je pensais qu'il était resté plus longtemps. Pas Tu 2 vois, saisons. bah voilà, exactement. Il y Ouais, avait que c'est 2 saisons bizarre, pour ouais, Monsieur 2 Thiago. saisons, j'avoue, j'aurais pas Ah, c'est dit. ça, j'avais entendu une. Ah, c'est que Pardon. 2 saisons, ouais. C'est bien 2. Il y a 2 titres. Il y a aussi les parcours en Ligue des Champions. Pas mal de supporters lyonnais parleront de sa fameuse absence. Il était suspendu contre le Milan. Le fameux quart de finale retour, terrible pour nos amis lyonnais. C'est vrai qu'un Thiago, ça aurait pu marquer. Voilà, mes amis lyonnais m'ont demandé ce but, ce fameux piqué dans le derby contre Saint-Etienne qui laisse de marbre Jeannot. Voilà, on parle de classe. Il n'a pas marqué beaucoup des buts, hein. Je crois que c'est 9 buts en 2 saisons. Mais il y a toujours ce petit geste, tu vois, Thiago, la vision de jeu. Là, pareil, on a parlé d'un grand monsieur avec Benzema. Thiago aussi, en termes de vista. Il y avait un petit truc en plus. Voilà, c'est vrai que franchement, c'était la recrue parfaite pour continuer en fait cette hégémonie en Ligue 1 et faire de beaux parcours en Ligue des Champions. On peut presque regretter qu'il soit pas resté un peu plus longtemps, mais voilà, il partira pour la Juventus. La suite en Italie, ça n'a pas trop matché parce qu'il y a eu des blessures, il correspondait pas au départ au plan du coach. Il a fini par rejouer un petit peu, mais c'est vraiment Atlético où là il terminera vraiment de manière un peu plus conséquente sa carrière en jouant. C'est vrai que Thiago, pour le jeu du Cholo Simeone, pour avoir pareil cette question d'équilibre, cette patte technique, c'est aussi un super apport. Et c'est un mec avec aussi un peu de vice, un peu d'expérience pour compléter ça. Champion de Ligue avec l'Espagne. Il prendra sa retraite, je crois, en 2017. Il a notamment été adjoint du Cholo. Et aujourd'hui, Monsieur Thiago est entraîneur adjoint des adjoints portugais. Et voilà, on peut revenir en 2005, en 2006, en 2007. Mais c'est vrai que quand tu m'as dit je pense à Thiago, en fait, on a fait tellement de je pense à qu'en fait, on oublie des évidents, des éloquents. Et Thiago, c'est vrai que moi, il m'avait marqué par cette patte technique, cette classe, tout simplement. T'avais kiffé, toi, un peu, Bruce, Thiago, à l'époque? Ouais, bah, de toute façon, à Lyon, à cette époque-là, en général, ça va, il n'y avait pas grand-chose à acheter. Ils étaient pas trop mal hein, au niveau recrutement ou même les joueurs qui sortaient. C'est vrai que Thiago, oui, bah, j'en souviens tous. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand il a dit 2 ans, moi, je sais pas, je m'aurais demandé comme ça, je crois que j'aurais dit 4 ans, tu vois, j'aurais dit le double. Parce que bah, c'est un joueur qui a quand même marqué, même s'il n'est pas resté très longtemps, il a marqué un peu de son empreinte le championnat. Et tous ceux qui ont connu cette période et tout, bah, se souviennent de Thiago. Et c'était un joueur quand même qui était capable de faire pas mal de choses et qui, balle au pied, ouais, il était plutôt à l'aise. Donc, ouais, un vrai beau joueur. Ouais. Un cerveau, on parlait tout à l'heure de joueur cerveau là, pour l'équipe du FC Nantes. Thiago, c'était avant tout ça. Hein. C'était un cerveau, c'était quelqu'un qui voyait tout avant les autres, qui avait un certain physique aussi, donc au milieu de terrain, il savait aussi se faire respecter dans les duels. C'était quand même très très complet. Une petite nonchalance qui le rendait élégant, juste ce qu'il faut. Des fois, nonchalance, ça peut vite énerver. Autant lui, c'était juste ce qu'il faut pour qu'on trouve ça stylé. Vraiment un très 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 beau joueur, Thiago, un des très beaux joueurs de ces 20 dernières années de cette Ligue 1, je pense. Ouais, 66 sélections quand même avec le Portugal, mais il y avait quand même de la concurrence à l'époque, hein, Maniche, Costinha, Petit, ensuite la Moutinho. génération Moutinho, Meireles, Veloso, donc Est-ce voilà, quelqu'un qui a on a jamais parlé- réussi à franchir le step en sélection c'est pour ça, le coup c'est ce que j'allais te demander parce qu'en
regardant pas mal d'archives, c'est peut-être aussi ce qui lui a manqué, peut-être pour passer, tu vois, dans une dimension. C'est une immense carrière, SP, il a été champion dans pas mal de Ouais. clubs, mais pour passer, tu vois, dans une dimension supérieure, il aurait peut-être fallu un petit truc en plus, notamment avec la sélection. Peut-être mentalement, tu vois, parce qu'au final, il floppe à Chelsea, il floppe à la Juve, il réussit, voilà, à Benfica, à Lyon, à l'Atlético, donc dans des clubs qui sont d'un standing légèrement, désolé, sans vouloir faire offense à personne, mais légèrement en dessous de, voilà, Chelsea et Juve, qui étaient vraiment, voilà, des équipes qui prétendaient à gagner à la Ligue des Champions. Il y avait il y a ce regret avec Thiago Mendes. Est-ce que mentalement, il lui a pas manqué un petit truc? Est-ce qu'il n'était pas un peu trop gentil? Peut-être. Il y a des joueurs comme ça qui ont pas forcément la mentalité qui donne envie vraiment de s'arracher et d'aller franchir tous ces derniers paliers qui sont quand même assez difficilement accessibles, même quand on a du talent. On en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure entre Ben Arfa et Benzema. Voilà, est-ce qu'il n'a pas manqué cette petite pointe là d'envie pour aller passer ce dernier step, alors que pourtant le talent il l'avait pour y arriver. C'est dommage. Ouais, plus peut-être alors pas de la méchanceté, mais de l'agressivité, parce que je pense que quand même quand t'es un pilier de Simeone, t'as quand même de solides bases nerveuses et d'implication. Ce que tu disais, il a sans doute fait partie de ceux qui ont pâti d'une certaine concurrence aussi en sélection, premièrement, et puis dans des immenses clubs. On parle de Chelsea et de la Juve. Bon, le Chelsea de cette époque-là, c'est un Chelsea quand même immensément costaud. Donc, je pense que peut-être besoin d'un contexte, plus que d'une typologie d'équipe, peut-être besoin d'un contexte. À tes souhaits, Alex. Non, je baillais. Ah, c'est pire. Mais non, peut-être besoin plutôt d'un contexte que d'une typologie de club. On aurait très bien pu l'imaginer. Tu vois, si Lyon, il manquait pas grand-chose à ce Lyon-là pour la jouer, la Ligue des Champions. Et pourtant, c'était un cadre de l'Olympique Lyonnais. Donc, sans faire injure à la Juve, par exemple, de ces années-là, est-ce que la Juve était vraiment tout aussi impressionnante que l'OL La Juve de Del Piero, Trezeguet, Nedved, Camoranesi. Après, c'est vrai que Lyon, ils ont eu une fenêtre de tir où, franchement, ils auraient pris la Ligue des Champions à ce moment-là? Tu vois, non, parce que c'est la Juve après, est-ce qu'ils l'ont vraiment pris? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Tu parlais de clubs capables de... Encore une fois, sans faire offense, la Juve, c'était un niveau à ce moment-là, contrairement à ce qu'on voit ces dernières semaines, c'était quand même un niveau absolument délirant. C'était des saisons quasiment invincibles en championnat. Ça gagnait beaucoup de titres. C'était une machine de guerre. C'était une machine de guerre. Et c'est aussi un autre environnement. C'est un autre environnement et une autre exigence, tu vois. C'est ça aussi, parce qu'effectivement, Lyon n'avait pas grand-chose à envier sportivement. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. C'est que sportivement, si tu faisais un Lyon-Juve, tu te dis pas, oh, c'est bon, la Juve va rouler sur Lyon, effectivement, tu vois. Mais c'est un autre environnement, c'est une autre exigence. Après, l'exigence de Simeone, je pense que quand tu passes ce step-là, t'es quand même armé fin de carrière, tu vois. Pour moi, ça se joue ailleurs que sur ce côté-là. Mais je peux me tromper. Après, il faudrait lui poser la question. C'est peut-être pas juste un immense bourreau de travail, comme tu as pu le dire. Sur certains points, et puis non, je pense pas que ce soit le travail. Je pense que c'est plus ce côté un petit peu, tu vois, ce côté champion. Peut-être, tu vois, peut-être un manque d'ego, tu vois. C'était quand même quelqu'un de très collectif. Peut-être qu'il avait peut-être pas cet ego qui le poussait à vraiment aller au-delà de ses limites. Bon, bref, on ne le saura jamais de toute façon. Ouais, ça pour le coup, oui, plutôt d'accord. C'est vrai que quand tu arrives à la Juve ou à Chelsea, si t'es pas un immense individualiste, et en vrai, c'est caricatural, mais ça marche aussi comme ça. Si t'as pas ce défaut de la vie de tous les jours, qui est une qualité pour les footballeurs pro d'immense niveau, c'est parfois un peu plus complexe. Allez, on va passer à la dernière partie de cette émission. On va passer au quiz. Amaury est en train d'enfiler sa petite tenue de maître du jeu. Attends, on va passer au quiz. Bon. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Bonsoir. Ça va très bien, chef. Jusque-là.
Jusque-là, tout va bien. Mais vous inquiétez pas, Voilà. vous n'allez pas trop souffrir avec ce quiz où les règles ont changé. Vous ne jouerez plus Ok. les uns contre les autres, vous allez jouer en équipe. Voilà. Oh, Voilà, ce sera plus simple et vous allez pouvoir voilà, débiter toutes les réponses que vous pourrez avoir. Même si vous vous trompez, c'est pas grave. Le but, c'est de trouver le plus de joueurs possible parce qu'il y en a beaucoup dans cette liste. Je vais vous demander de citer les joueurs passés par la Ligue 1 qui ont gagné la Ligue des Champions. ah, précision, on évite de regarder le chat, s'il vous plaît. On fait Moi, pas comme j'ai Samy la le dernière chat. fois. Ah, On ferme le chat. évidemment, messieurs. sur le Mais chat, du vous coup, pouvez, qui- vous pouvez Qui participer. est avec qui, du coup? Ouais. Alors, il n'y a pas de. Les équipes, c'est vous quatre. D'accord. Ah, Vous donnez tous les noms que vous pouvez jusqu'à ok, que c'est vous on en est ayez. ensemble. On Ça joue peut ensemble. arriver. Exactement. Mais pouvoir qui est de le gagnant l'amitié. Comment- Allez, on va gagner. Mais qui est le gagnant du coup à la fin? Mais il dit C'est rien, quatre. on est Y a sûr pas de de gagner, c'est bien. Exactement. Vous êtes sûr de Ouais, gagner. on C'est ça est qui est tous bien. gagnants, c'est beau. C'est vous on quatre. a gagné, c'est bien. Sinon, si tu veux absolument faire des équipes, on peut faire les 3 contre toi, Alex. Ah bah oui, tiens donc. Ah, C'est par hasard. fou, mais vous avez aucun respect pour votre animateur, c'est incroyable quoi. Vraiment, Eh c'est. non. Du coup, c'était quoi Insupportable. les joueurs qui sont passés par la Ligue 1, qui ont Qui, gagné qui la ont LDC, gagné c'est la Ligue ça des Champions avant, pendant, après. Indice, il y a quand même une année en 93 où il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui ont gagné la Ligue des Champions, comme par hasard. Ça peut peut-être vous aider. Il y a un On va Marseillais qui commencer. va Ça nous comme aider. par hasard. Ouais, comme par- C'est comme par hasard. Allez, on va commencer. Vous avez 10 minutes pour donner le plus de noms possible. On va commencer avec toi, Alex. Ah, Basile Boli. Ah, c'est facile celle-là. Gagné. Ouais. je pense qu'on peut difficilement faire plus simple. Adrien, Deschamps, bien joué. Deschamps avec l'OM et aussi avec un autre club. la Juve, Exactement. En 96, Bruce. Benzema. Celle-là, elle était assez donnée aussi. Hein. Ouah. Et pas vainqueur qu'une seule fois. Oui, oui. Je sais pas si tu vas réussir à citer un Marseillais, Max, mais c'est à toi. Angloma. Angloma, c'est une bonne réponse. OM 93, bien sûr. Alex. Florent Sinama Pongol avec Ouf. Liverpool. Simana Pongol avec Liverpool. Je sais plus si je l'ai vu, mais il me semble que oui. Hein. Ouais, il la gagne. Il la gagne. Adrien. T'en as combien juste en tout? 112. Ouais. 112. Mais attends, est-ce qu'on ferait, parce que est-ce qu'on se ferait pas plutôt une mort subite comme la dernière fois, parce que c'est con qu'il n'y ait pas une finalité à ce Si quiz. tu veux absolument gagner ou perdre, vas-y. C'est pour Bah toi. oui. Pour l'instant, vous Allez. êtes tous tout bons. Vous êtes d'accord ou pas? Qu'il y a un ouais, petit c'est bon, enjeu, quoi. Parce que Comme sinon, vous le voulez. truc, il va. Et en plus de ça, ça va durer super longtemps. Si Ah on fait non, comme ça. Je vous ai donné un timer de 10 minutes. Il faut en donner le plus possible. Ouais. Adrien. Dans ce Thiago cas, je vous Motta. élimine. Thiago Motta, Ouais, vas-y. évidemment, c'est une bonne réponse. Bruce. Kamavinga. Kamavinga, évidemment. Dernier vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real, c'est une bonne réponse. Max. Franck Sauzé. Sauzé, bien sûr. Ah oui, toi, tu capitalises sur vraiment l'Olympique de Marseille, enfin, finalement. Pas du tout. Moi, je joue pour gagner là. T'as raison. Il a Alex. raison. Eric Dimeco. Timéco avec l'OM, évidemment. Putain, Bien j'allais sûr, le c'est une dire. bonne réponse. T'inquiète pas, t'en as plein d'autres qui sont encore très Voilà, faciles. non, moi je évidemment. réfléchis à part un, j'ai pas de mémoire. Adrien. Barthez, Barthez, évidemment. Bonne réponse. Bruce. Je vais dire Evra. Evra, c'est une bonne réponse. Max. Boxiche. J'ai pas entendu. Alain Boxiche. C'est une bonne réponse. Un qui va Alex. faire plaisir, je pense, à Max. Jean-Jacques Edli. Oui, magnifique. Passé par Nantes, Laval, l'OM et Bastia. Effectivement. C'est une bonne réponse. À toi, Adrien. Schneider, Wesley Schneider, Bien joué. évidemment, c'est une bonne réponse avec l'Inter. Ah oui, ça peut être dans l'autre sens du coup. Et évidemment, c'est Ah avant, ouais, moi, pendant je ou cherchais après. l'ordre chronologique. Ouais, C'est putain. tous ceux qui sont passés en Ligue 1, qui ont gagné la Ligue des D'accord, Champions, que ce d'accord. soit avant, pendant ou après. Je vous demande pas avant 93, hein, évidemment. Ouais, ça ira. C'est à Alors, toi, là, Bruce. Ok, bah Zidane.
Celle-là, elle était évidemment assez facile à rentrer. Max? Abedi Pelé. Pelé. Il va vraiment nous faire tout l'OM Ah, il va 93. faire Il va tout faire le toute l'équipe. Attention, il reste plus C'est vrai que beaucoup, là, je suis en train de beaucoup réfléchir, noms, je vois déjà plus, moi. Je suis très nul à ça. Bah, prends les dernières années, t'inquiète pas, il y a quand même pas mal de noms hein, dans les dernières années que tu peux avoir assez Ah facilement et oui, qui n'ont pas ok, encore vu été que c'est cités. dans les deux sens. Alex? Parce que moi, je pensais que dans Bien un sûr. sens. Ferland Mendy. Ferland Mendy, c'est une bonne réponse. À toi, Adrien. Makelele. Makelele, évidemment. Bruce? Messi. Messi. J'avoue que je suis Évidemment. presque étonné, Bah. que tu l'aies pas donné en premier. Mais non, mais parce que je pensais dans l'ordre chronologique Oui, depuis le effectivement. début. Non, tu mais vois, t'as du raison, coup, ouais. Alors, j'oserais pas dire que c'est une mauvaise réponse. À toi, Max. Rudy Voleur. Rudy Voller, très 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 bonne réponse. Le gimmick est assez drôle, je dois le reconnaître. Alex. Bah, Neymar, du coup. Neymar, évidemment, avec le Barça. Adrien. Putain, j'ai donné une idée. Aspilicueta. Aspilicueta avec Chelsea, passé par l'OM, Bien bonne joué. réponse. Pas mal celui-là. Di Maria. Di Maria avec le Real, bien sûr. Le Real, ouais. Passé par le Paris Saint-Germain. Je crois qu'on a fait une chronique dessus il y a pas longtemps. Max, t'as encore un Marseillais à nous proposer ou pas? Jean-Philippe Durand. Jean-Philippe Durand, c'est beau, ça rentre. Allez, incroyable. Keylor Alex, à Navas. toi. Keylor Navas avec le Real, bien sûr, multiple vainqueur de la Ligue des Champions. À toi, Adrien. Essien. Michael Essien, Chelsea, Lyon, Bastia. C'est une bonne réponse. Je Bruce, vais dire Thiago Silva. Thiago Silva avec Chelsea. Et le Paris Saint-Germain, donc. Ah, mais oui, bonne c'est réponse. vrai. Et oui. Juste Putain, après être parti, j'y pensais plus. quelques mois après être parti du Paris Ouais. Saint-Germain. Max, c'est à toi. Putain, là, je commence à Olmeta. bugger, là. Pascal Olmeta. Ça rentre, Bien dur, les évidemment. gars. Attends, je vais quand même vérifier s'il reste quelques Marseillais pour toi. Oui, il en reste. T'as encore quelques Il reste noms, combien juste Parce que là, je fais un 1, bat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il te reste 8 Marseillais. Voilà. Ils étaient 20, il me semble, à avoir eu la Ligue des Ah, Champions. j'en ai trouvé au moins. et avoir joué en Ligue 1. J'ai un Alex, j'ai un petit filon là, ça devrait le faire. Ludo pas de Giuли. Niçois du coup. Non, bah non. Ah si, j'en ai un de niçois, tiens. Bah, attends, Mauvaise langue. c'est cadeau, c'est pour toi. Oui, bah si c'est le seul. Adrien. Malouda. Florent Malouda. C'est une bonne réponse. Bruce. Alors, je vais en dire un. Je sais pas s'il a vraiment mérité, mais tranquille, Hazard. Eden Hazard, évidemment. Ah, Bon, Il l'a ouais, mérité. Écoute. techniquement. Il a fait. C'est comme Adil Rami, quoi. Il a participé dans le vestiaire, quoi. On peut dire ça comme ça. Max, c'est à toi. Jean-Marc Ferreri. C'est une bonne réponse. Quel Oh, escroc, le putain, c'est forceur. incroyable. Incroyable, Ah, là, incroyable. Jusqu'au jour où tu Le vas rater, champ. mais ça peut arriver assez rapidement. Alex. Djibril Cissé. Djibril Cissé, Liverpool. Magnifique. Bonne réponse. Adrien. Vladimir Smisser. Smisser, évidemment. ça se misère. Lancé Bordeaux. Vainqueur en 2005, je comme vais- Cissé. Je vais dire Coman. Coman avec le Bayern. Formé au Paris Ah bah Saint-Germain. oui. Très bonne réponse. Max. Ah, ça devient dur. Faut que je change. Ouais, Il y a de pas truc. que des Marseillais. Et c'est un jeu de mec. rapidité. hein. Je sais que dans ta réalité, il n'y a que Euh. des Marseillais qui ont gagné des champions, mais tu peux aussi chercher ailleurs. Mais c'est pour ça. Bah, Lizarazu. Lizarazu, c'est une bonne réponse. À toi, Alex. Raphaël Marquez. Ouh, c'est une bonne réponse. Elle est belle. Bien Très joué. bonne réponse. À toi, Ribéry. Adrien. Ribéry, évidemment. C'est vrai que si vous citez tous les joueurs dont vous avez parlé dans l'émission, ça peut aller aussi à vite. C'est Oh, c'est facile. hein. Je dirais Henri. Thierry Henry, c'est une bonne réponse. Max, Djibril Cissé. déjà dit. Déjà dit. Attention, je te laisse une chance. Ça a été donné Ah, par... normalement, là, ça saute, par hein, Alex. comme ça, déjà dit une Ouais, réponse. ça C'est le saute, ça relou. saute, hein. Je te- Ah, il nous a escroqué Allez. là avec tous ces Marseillais là, c'est bon. Alors, je te propose un pacte, Max. Tu dois me citer un joueur qui n'est pas marseillais. Voilà, c'est tout. Ouais. Oh. Bah, Ça va, voilà. ça va. Il y a que ça, presque. Il faut juste que je me concentre. Jimmy Traoré.
Il a peut-être pas joué en Ligue 1. C'est une bonne réponse. Si, il vient en Ligue 1 après Liverpool. Ouais, Il c'est vient une où bonne réponse. À Rennes ou un truc comme ça? Exactement. Ouais, je crois. Bonne réponse. À toi, Non, Alex. mais il a même joué à Marseille, non, une saison. Il a joué à Marseille. Ah putain, Ah bah. le pacte tombe à l'eau. C'est Ah, pas le grave, on va pacte te l'accorder. toi. On va te l'accorder. Ça reste une bonne réponse dans le quiz. Allez, Oui, ça on va va. se presser un petit peu. Alex. Edmilson. Edmilson, bonne réponse. À toi, Adrien. Drogba. Drogba, bien sûr. Putain, j'allais Bruce, penser en plus. Je vais dire Wea. évidemment. Que non. Putain, ouais, j'ai eu un vieux doute en plus. Aïe aïe aïe. Putain, c'est la Aïe, deuxième fois aïe, que c'est l'invité qui tombe en premier, c'est terrible. Il y a Eh une oui. malédiction qui est en train de Mais ça- s'installer, je crois. Ça prend Désolé, des Bruce. risques. Ça prend des risques. Tranquille, hein. C'était bien tenté, C'est- franchement, Même c'était ça bien se tenté. termine. Il a quand même gagné le Ballon d'Or. On aurait pu y penser effectivement en 95 qu'il ait gagné avec des champions. C'est pas le cas. Max, Malouda. Déjà dit. Malouda. Ah, ça dégage, Ah, ça il y a- fait deux fois qu'il nous Eh, fait le deux coup, fois, là, deux c'est bon. fois. Allez, Eh, gagne du temps, faut t'ai- suivre aussi. Hein. Carton jaune x2, carton jaune x2, carton rouge. Merci beaucoup pour ta participation, Max. Du coup, finale entre Alex et Adrien. Alex, c'est à toi. Putain, c'est vrai que ça commence à être un petit peu tordu là. Non, pas tant que ça, en vrai. Ah C'est ouais? qu'il faut penser à des joueurs, quoi. Ah, c'est tout. Anelka. Ah, Nelka. Bonne réponse. À toi, Adrien. Sagnol. Willy Sagnol. Très bonne réponse. Le Bayern, 2001. Alex. Dante. Effectivement, il y avait un Nice. Voilà, il y a un Niçois, nanana. Nanana, super. Allez, on passe à Adrien. Luis Gustavo. Luis Gustavo, il me semble que je l'avais bien vu. C'est une bonne réponse. Avec le Bayern en 2013. Putain, C'est par l'OM, prends bien un- sûr. J'en ai un, mais j'ai peur de prendre un risque. Ah, si, je pense qu'il y est. Van Buiten. Ah, Van Buiten. Avec Si le je croyais Bayern. bon. Avec le Bayern en 2013 aussi. Ah, il y est. Également passé Yes. par l'OM. Tout comme Eh oui. Luis Gustavo. Adrien. Pavard. Pavard avec le Bayern, évidemment, c'est une bonne réponse. Passé par Lille. Christian Carambeu. Carambeu. Hmm. Attends, il faut d'abord que j'arrête de faire des fautes d'orthographe quand je le remplis. C'est bon. Carambeu, c'est une bonne réponse. Ça peut être pas mal. Ça peut être utile. À toi, Adrien. Yaya Touré. Yaya Touré avec le Barça, c'est une bonne réponse. Vous êtes bon. Ah, Ils le je sont. comprends. Nous, on est nuls. Bon, 10 minutes. Comment ça Alors moi, sur ces trucs de mémoire, je suis archi nul. Moi, je pense Ah, à Oh, aucun j'en ai joueur. un. Hugo. Ah bah non, il la gagne pas, je dis une connerie. Là, Merde. c'est une technique pour gratter du temps, on reconnaît. Merde. Ah, Et je ne dirai rien. non, j'en ai pas. Putain. Non, j'avoue que là, je sèche. Je sèche. Ah, ça sent la balle de match. Si ça peut vous aider, il y en a plein des très récents que vous n'avez pas encore cités. Hein. Bah, c'est sûr, quand tu vas en dire certains, ça va être terrible. Monsieur l'arbitre. David Luiz. David Luiz, c'est une bonne réponse. Chelsea 2012. Adrien, tic-tac, tic-tac. Morientes. Morientes, Oh, joli. c'est une bonne réponse. Alex, Ah putain, j'ai à peine eu le Aïe, temps de aïe. réfléchir là. Allez, le pressing, là, le pressing. Ah ouais, Putain, Anthony Le Tallec, il n'y est pas dans cette équipe de Liverpool encore? c'est une réponse que je dois valider tout de suite. Le Talek, je regarde. Je crois Bah, qu'il c'est part une avant. mauvaise réponse, Eh malheureusement. ouais, il part avant. Adrien, c'est la deuxième fois d'affilée que t'es champion, il Allez, me semble. C'est beau. Bravo. je Bien joué, bro. balle de match. GG. J'en ai un Double, dernier. double ballon d'or de Ligue 1 Legends, c'est pas mal. Vas-y, tu Edouard peux te la Mendy. raconter, enchaîne. Ouais, Edouard Mendy, la allez, raque, c'est comme ça, incroyable. boum. La Allez. différence de but, fini. Est-ce que du coup. C'est qui ton dernier? Vas-y, juste Oui, pour donne-nous curiosité. Edouard ton Mendy. dernier. Eh oui, Ah oui, Chelsea. tout simplement. La Salah Diarra, il l'a eu ou pas avec Chelsea? J'ai hésité. Diarra- C'est Non. possible, hein. Ça se joue à pas grand-chose. Attends, je vérifie quand même parce que. Il était à Non, Annecy il à a ce pas eu. moment-là, je crois. Il l'a Ouais. pas eu. Moi, je peux Mais vous moi, donner quand sur même ça, je quelques suis noms. trop naze à resituer les années et tout. J'ai trop du mal. Je peux quand même vous donner quelques noms de joueurs Vas-y. passés par la Ligue 1. Olivier Giroud, N'Golo Kanté, Kurt Ah Zouma, Corentin Oh là là. Tolisso, Zouma, j'ai hésité, tu Fabinho, vois. Dejan Lovren, Hakimi.
James Rodriguez, Sergio Ramos. C'est vrai, Hakimi. Jérémy Mathieu, Sergio J'avoue, Ramos, Ramos, on l'a même pas dit. Sergio Ramos, Putain, Raphaël Sergio Varane, Ramos. Mais on Fabio est con, Coentrão, putain. Ressé, Di Maria, que vous avez cité dans l'émission, que vous ne l'avez pas cité dans ce quiz. Par exemple. Les génies. Je suis pas sûr que si vous avez dit Ribéry, il me semble. Vous n'avez pas Ribéry, dit il l'a dit, Shaqiri. Vous n'avez pas dit Salomon Tolisso. Kalou. Vous auriez pu dire Petr Sech également. Maxwell, putain. Balotelli, un autre niçois d'ailleurs. Ah putain, Maintenant que j'y pense. Maxwell. Maicon. Attends, Balotelli, il apprend quand? Avec Avec l'Inter en l'Inter. 2010. Ah, mais oui, je suis con, putain, avec l'Inter, mais oui. Tu vois, je suis encore plus mauvais angle que ce que je pensais. Il y a quand même deux Tu vois, niçois. on en a dans le- deux. Eh voilà. Dani Alves, Edu Keita, Gudjonsen. Ah, Ouah, c'est putain. à l'ancienne ça. Avec Daniel Monaco. Alves, putain. Oh là Louis là. Saha, Sylvestre, Johan Gourcuff, qui l'a gagné avec Milan. Pareil, hein, petit syndrome bande touche, mais quand même, il a gagné. C'est vrai, c'est clairement ça. Cage d'Horace. Et vous avez cité un joueur qui a gagné un ballon d'or, qui s'appelle Ronaldinho aussi. Voilà, ça aurait pu être cité. Oh là 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 là. Ah oui, Ah, il en avait un accessoirement, paquet encore. Hein. Waouh. Voilà. Ouais, bah oui, l'émission s'appelle pas Ligue 1 Legends pour rien. Il y a eu un sacré paquet de beaux joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions avec ou sans une équipe française. Bah bien joué, messieurs. Il y a quand même pas mal de noms qui ont été sortis. Ah, Bien, merci. joué, T'aimes bien sympa, deux, ce hein, petit ils ont quiz. géré. Très sympa ce petit quiz, encore une fois. Merci à toi, Mo. Bah, je vous en prie. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va terminer là-dessus, les amis. On va terminer là-dessus. Merci à tous. C'était un vrai plaisir. Bah, merci, une c'était nouvelle cool. fois. Ouais, merci à toi, Bruce, d'être venu, effectivement. Merci Avec beaucoup. plaisir. Tu reviens quand tu veux. Bien sûr, vous aussi, vous revenez quand vous voulez hein, sur le chat. N'oubliez pas le petit follow pour ça juste avant de partir. Bien sûr, les streams de la Ligue 1, c'est tous les mercredis, à chaque fois, chaque semaine. Il n'y a pas que Ligue 1 Legends, il y a plein d'autres programmes. Donc voilà, n'hésitez pas à follow ça. Merci Adri, merci Max pour vos chroniques. Et on vous dit au mois prochain. Ciao, ciao! Bonne Ciao. soirée, salut. Bonne soirée.